puis à me préparer, puis tu sais, tout ça. Puis en arrivant là-bas, le président de la commission à caméra fermée me dit « T'es-tu seul? » Je dis « Ouais. » Il dit « Ben ouais, c'est bien mal vu, ça, que tu sois pas avec ton équipe. » Je fais « Comment ça? » Il dit « Ben, normalement, tu viens de ton équipe, c'est beaucoup mieux vu par la commission parce que tu les mets en lumière, puis c'est eux qui répondent aux questions. » Il dit « Là, c'est toi qui vas répondre? » Je dis « Oui. » Il dit « Tu vas faire ça comment? » Je fais le cas et j'ai fait me chier dessus. Bonjour à tous, je me présente Patrick Lee, courtier en financement commercial. Aujourd'hui, dans mes studios, j'accueille Éric Labelle. Éric Labelle qui est un ancien collègue de travail de la Banque nationale, qui a également vécu beaucoup de rôles dans le développement économique local. C'est une vertu qui est très importante pour lui. Puis aujourd'hui, je trouvais ça important de l'avoir dans mon studio parce qu'il a vécu plusieurs expériences, autant corporatives que plus en tant que fonctionnaire, toujours dans le développement économique local des entreprises. Puis comme vous savez, le podcast vise à inviter des entrepreneurs, mais il y a aussi l'arrière-scène de l'entrepreneuriat, que ça prend quand même des filets sociaux dans une société pour pouvoir laisser nos entrepreneurs aller de l'avant. Donc, sans plus tarder, je vous présente Éric Labelle. Merci Patrick. Éric Labelle. Donc, je suis directeur général adjoint à la ville de Brossard en gestion et développement durable du territoire. Comme le disait Patrick, j'ai parcouru beaucoup de postes dans différentes entreprises au sein de ma carrière. Donc, je suis là pour vous en parler aujourd'hui de mon parcours professionnel et personnel aussi parce que tout est conditionné et tout est l'un dans l'autre. Donc, j'espère que vous allez vous amuser. Merci. Merci pour le clap. Ben, premièrement, merci de me joindre aujourd'hui dans mon podcast. Merci Patrick. Merci de me recevoir. Puis écoute, dans l'introduction, je l'ai dit un peu, j'ai raconté un petit peu ton parcours. Il y a toujours une ligne linéaire à travers ça, puis mon podcast n'a pas nécessairement un public cible, exemple, ce type de démographie-là. Ça peut être des jeunes qui regardent, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie, des professionnels qui songent à faire un changement de métier ou même d'institution. Tu l'as fait quand même à plusieurs reprises pour l'autoréalisation de toi-même. Ou ça peut être même des gens en fonction qui veulent savoir comment ça fonctionne un petit peu l'arrière-scène du côté plus gouvernemental. Puis, j'aimerais commencer le podcast avec cette question-là. Qui est Éric Labelle? Puis on peut monter jusqu'au secondaire. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on le fasse, de tracer un petit peu ta psychologie, puis comment tu penses et tout, là. Ce genre de questions-là, je l'ai souvent. Personne ne comprend trop qu'est-ce que je fais. Même mon gars de 8 ans, dans son exposé à l'école cette année, il y a un mois, a répondu « Mon père, il travaille avec la reine d'Angleterre. » OK. Je travaillais encore avec Valérie Plante, là, puis la Ville de Montréal, quand il y a eu ce discours précis. Là, c'est pas Doreen Assad à Brossard, mais j'ai un parcours très atypique. Donc ça, c'est clair parce que j'ai été amené dans le monde municipal par la force des choses, puis je vais y venir, mais déjà, j'ai 48 ans, j'ai grandi à Québec, donc je suis un gars de Québec. Pour ceux qui ont écouté les films de Ricardo Trogi, j'ai grandi exactement dans ce quartier-là, dans la même époque que Ricardo Trogi. Donc, son père qui joue de l'accordéon à Place des Quatre-Bourgeois, c'était mon quotidien, là. Et le patinodrome, puis ça. J'ai toujours été très indépendant, des parents très aimants, très entrepreneurs. Ma mère gérait un bureau d'agent d'immeuble Century 21 quand ça existait encore. Ensuite, elle a travaillé au service des pensions alimentaires quand Century 21 au Québec a fait faillite, mais mon père a toujours eu la fibre entrepreneuriale. Il a géré plein de commerces. Là, OK. Autant il a ouvert des concessionnaires de motorisés, de camping-car. Il y a eu des salons de quilles, il y a eu des salons de jouets quand j'étais jeune. C'est comme le rêve quand tu étais enfant super jeune, de pouvoir jouer dans l'entrepôt avec tous les jeux que tu peux, imaginables. Fait que, on était une famille modeste, mais quand même aisée, puis surtout très proche, aimante, disponible et tout ça. Fait que toujours été très proche de ce que mes parents faisaient. On les accompagnait souvent. Que ce soit le soir, le week-end ou quoi que ce soit dans leur commerce. Je les voyais calculer leurs factures, faire leur budget, puis faire les commandes sur la table à cuisine. Donc, avoir des parents entrepreneurs, ça fait aussi en sorte que tu plonges là-dedans, puis tu entends des choses. Puis j'ai jamais, moi, nécessairement eu le courage de devenir entrepreneur en tant que tel. C'est-à-dire que j'ai souvent eu des idées ou quoi que ce soit, mais se lancer en affaires, c'est quelque chose. Mais j'ai toujours eu la volonté d'accompagner les entrepreneurs.
puis d'être présent pour eux. Mais ça s'est fait vraiment par la force des choses parce que je pense que dans mon parcours, ça s'est immiscé vraiment, facilement, puis de manière naturelle. Puis j'ai commencé ma carrière en TI. J'étais administrateur réseau, puis en informatique. C'est tellement comme l'antithèse de ce que je suis aujourd'hui, on va dire, puis pourtant tellement complémentaire aussi. Fait que j'ai commencé là-dedans chez Aéroport de Montréal, puis là, je sais pas si du côté de mon parcours personnel. C'est sûr que tu as fait un jump, mais c'est plus savoir un peu. Tu étais jeune, tes parents étaient entrepreneurs, tu les accompagnais. Mais de base, je pense qu'il y avait déjà peut-être un esprit rassembleur parce que courtier immobilier, tu dois connaître ton local. Puis ton père, il avait des commerces quand même locaux. C'était pas des multinationales, genre. Fait que c'était des gens du public, si on veut. Là. Oui, puis c'est clair que autant quand j'étais dans l'adolescence, il y avait son commerce de VR, il y avait une succursale à Montréal, il y avait une succursale à Québec. Moi, les jobs d'étudiants, puis les travails d'été, c'était ça que je faisais. C'était ça, là. Je travaillais là-dessus, puis au début, je l'aidais, genre, on lavait les motorisés. De base. C'est ça, très de base. Puis à 15 ans, à un moment donné, j'ai implanté son système informatique de gestion d'inventaire de pièces. Je suis arrivé avec ça comme idée. Il a fait « OK, vas-y, fais-le. » Puis fait que j'avais tout le temps des idées comme ça que j'amenais. Puis oui, c'était près de la communauté, dans le sens que c'était petit. Puis après ça, à la fin de l'adolescence, quand j'ai commencé mon parcours plus adulte, on va dire, là, ou en tout cas du moins entre 17 ans jusqu'à 20 ans, moi j'ai travaillé dans son salon de quai. OK. Je gérais le salon de quai, je gérais les ligues, fait que tout puis le comptoir d'accueil, puis la caisse, ces affaires-là. Fait que oui, il y avait beaucoup de... T'étais un gars occupé, là, à un très jeune âge. Ah oui, oui. Puis tu sais, j'apprenais à gérer de la clientèle, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus capable de faire ça. Kinder than that got the t-shirt. Ah ouais, OK. J'apprenais à gérer de la clientèle, puis à gérer des fois de la clientèle difficile. Absolument. Ça forge le caractère. Mais il y a eu des expériences par rapport à ça, tout ça. Fait que là, toi, à un certain moment donné, tu viens de Québec, là, tu es à Montréal, fait qu'il y a eu une transition. Mais est-ce que cette transition-là, c'était par rapport aux études? Comment c'est arrivé? Ouais, non, bonne question, parce qu'effectivement, j'ai été... en fait, j'ai fait mon parcours d'étudiant du secondaire au séminaire des Palmaristes. Puis c'était une école privée de 225 enfants à l'époque. Ça a grossi un peu de ce que je comprends depuis, mais il y avait 225 étudiants. Puis les 2 premières années que j'étais là, c'était juste des gars en plus. Fait que à partir de la 3e secondaire, là, il y avait les filles. Puis quand je suis arrivé au cégep Garneau, c'était comme la vie qui s'ouvre à moi. Fait que c'est pour ceux qui sont allés au cégep Garneau, il y avait la salle des pas perdus. Puis fait que moi, quand j'arrivais le matin, j'étais impossible de me décoller de la salle des pas perdus. Fait que je manquais quasi tous mes cours. Puis, OK. C'est une salle commune, ça, parce que tout le monde... C'est ça, exactement. Ça fumait à l'intérieur aussi. Ouais, puis évidemment, moi, c'est ça. C'est ça. J'étais là, puis je lâchais pas la place, puis j'avais trop de fun, puis j'étais un gars très social, fait que j'avais aucun problème à me mettre à jaser avec plein de monde, puis avoir du fun, puis... Ouais. Fait que c'était... Je le vivais comme une vie que j'avais jamais vécue avant, autant au secondaire, j'étais aussi social, mais c'était une petite école, fait que c'est pas pareil. Non. J'ai vite fait le tour. C'est ça. Puis en plus, moi, je venais de Sainte-Foy, mais en fait, j'ai grandi à Loretteville. On avait déménagé à Sainte-Foy à la fin, au début de mon adolescence. Puis, là, j'allais à l'école à Sillery, avec la haute, entre guillemets. Fait que c'était pas du tout mon même monde que moi, Fait que j'ai encore des très, très bons amis, là, de cette époque-là. Parce que tu tisses des liens super Absolument. forts. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est sûr que quand tu arrives au cégep, tu passes du secondaire petit, privé, dans un milieu qui est comme très différent, on va dire, que la normale, entre guillemets. Je sais pas ces termes-là, excuse-moi, mais là, tu arrives dans un cégep que là, tu vraiment as tous les milieux qui se côtoient. Là, je fais comme « Wow, c'est ça la vie, c'est vraiment le fun. » Fait que j'avais trop de fun. Fait qu'au bout de 2 sessions, je me suis fait mettre dehors. Les notes, genre? Oui, OK. Les notes, puis le taux d'absence, ça n'avait pas d'allure. Je disais, mais pourtant, je suis là, moi, au cégep. Ouais, t'es pas là. Mais j'étais pas là. Mais puis, en même temps, je me rendais compte qu'il y a des profils comme moi que
j'ai des super bonnes notes sans nécessairement étudier parce que je comprends vite les concepts, je comprends vite les choses. Puis là, je dis pas au monde de ne pas étudier. Là, attention, là, quand on rentre à l'université, c'est autre chose. Mais quand tu arrives au cégep, c'est tellement abstrait, tu sais, les sciences humaines, les sciences pures, tu sais, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. C'est tellement large et abstrait que pour moi, là, je manquais d'encadrement. Tu sais, je passais d'un univers très encadré à là, complètement loose. Ouais, c'est fou ça. Ça marchait pas pour moi. Le cégep n'était pas quelque chose pour moi qui était... Ça marchait pas. Surtout à l'époque où j'étais, j'avais quand même fin de l'adolescence. Là, évidemment, quand tu rentres au cégep, je commençais à expérimenter mes premiers amours. Fait que ça marchait pas. Là, trop d'affaires, là, tout. Trop d'affaires en même temps. Melting pot de... C'est ça. Fait que, mais t'es en essor social, toi, t'es une bébite sociale. Fait que là, tu veux dire, ça forge aussi, là. C'est ça. Fait que je te dirais que rendu là, j'ai comme pris un break d'une session pour réfléchir à ce que je voulais faire. Puis j'avais entendu parler justement des études en informatique à Montréal. À Québec, c'était moins développé là, en gestion de réseau. Fait que j'ai déménagé à Montréal. Je me suis inscrit au collège Técart en informatique. Je déménageais à Montréal. J'ai fait une semaine. Parce que je suis arrivé à l'école et j'ai fait attends, parce que là, c'était très différent du parcours informatique que moi j'imaginais et que je voulais faire. C'était très Commodore 64, imprimante à point, là, cette année. Et j'étais comme, non, moi, l'informatique, pour moi, c'est visionnaire, c'est au-delà. Fait que j'ai comme lâché Técart, puis je me suis tout de suite, parce que j'avais déménagé à Montréal, j'avais un objectif en tête, je suis quand même quelqu'un de sérieux dans la vie, là, fait que je me suis inscrit à ce qui s'appelait à l'époque le Collège de l'État, c'était un AEC, une attestation d'études collégiales. Puis j'ai fait mon cours en informatique, en gestion de réseau en un an, là, c'était comme ça. Fait que j'ai commencé ma carrière comme ça, rien à voir de où est-ce que je suis maintenant, tu sais. Je savais même pas. Mais là, les technologies de l'information font du sens maintenant, start-up. Ouais. On va en parler, là, mais... Ouais. Ben, mine de rien, là, dans mon travail, puis quand tu fais du développement, là, peu importe le sujet, tu vas toujours gérer des projets. Ouais. Puis il y a toujours de la technologie derrière ça. Fait que, tu sais, je suis plus nécessairement à jour, mais j'ai un mindset techno. Fait que quand je gère des projets, je suis capable de concevoir justement les fonctionnalités, puis les problématiques, puis les chemins critiques, puis ces choses-là. Puis ben, quand que je discute avec les départements techno, ben, on peut pas me bullshiter parce que... Tu le sais. C'est ça, exactement. OK. Fait que là, ça vient de faire un lien dans ma tête. Parce que ça, tu vois, je le comprenais pas, cette transition-là. Puis là, je viens de la comprendre. Ben, c'est la suite, en fait. C'est une fois que j'ai terminé mes études, j'ai commencé chez Aéroport de Montréal. En fait, je m'étais inscrit pour un stage chez Aéroport de Montréal. Puis... très rapidement, le stage était 6 mois, mais au bout de 3 mois, ils m'ont embauché. Puis ils ont comme assez rapidement vu un potentiel en moi. Là. J'avais un gestionnaire qui s'appelait Yannick Lantier, qui était extraordinaire. C'était plus comme un coach chose. Puis lui, il avait vite vu le potentiel en moi de gestion et tout ça. Puis il m'a envoyé à l'école. Fait qu'il m'a envoyé faire des cours à l'université. Puis ça se faisait beaucoup à l'époque, là. Les entreprises t'envoyaient, puis t'étais payé, puis le cours était payé, tout ça, puis c'était sur tes heures de travail. C'est là que t'es allé au HEC? Exact. OK. J'ai fait HEC, ENAP, effectivement, surtout par Aéroport de Montréal. Puis j'ai fait beaucoup d'études qui ont été payées par eux en gestion de projet, en gestion d'équipe, de groupe de travail, en administration, puis tout ça. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai appris vraiment tout le travail d'administration, de coach d'équipe, de gestion de projet, puis de vision, puis etc. Après, les études, c'est une chose, il faut le mettre en pratique. Ouais. C'est ça. Fait que chez Aéroport de Montréal, j'ai fait un bon bout de temps, puis j'ai travaillé sur des projets majeurs quand même, le transfert des vols d'aéroport de Mirabel à Dorval. J'étais là, je commençais ma carrière, mais j'ai travaillé là-dessus. C'était quand même pas un petit projet. C'était un bon projet, ouais. C'est ça. Puis l'autre gros projet sur lequel j'ai travaillé, c'était en fait le bug de l'an 2000. C'est que tout s'arrêterait là, au 31 décembre. Fait que j'ai travaillé là-dessus, puis... j'avais quand même une équipe de gestion en informatique. Je gérais, pas tout le département informatique, mais toute la bureautique. Mais c'était quand même un bon budget par année. Puis on gérait les comptoirs de l'aéroport, la tour aérienne, tout ça, la tour de contrôle. Fait que tu as des niveaux critiques, puis tu es sur appel 24/7. C'était intéressant. C'était une méchante bonne école. Ouais.
Ça a forgé ton caractère au professionnel, tu sais, instaurer une discipline, Ouais, puis gérer un budget. de gérer mes attentes aussi. Ouais. Non, mais tu ris, mais je me souviens d'une situation à un moment donné où j'avais un employé qui arrivait tout le temps, genre 10 minutes en retard. OK. Ça m'irritait, ça m'énervait, tu sais, puis je me disais, voyons, Kim, sois à l'heure, tu sais, je sais pas, puis à un moment donné, je m'en allais le rencontrer en mesure, peut-être pas en mesure disciplinaire, mais tu sais, C'est juste comme on se parle. mon boss m'avait dit, gère tes attentes, tu sais, calme-toi, tu sais, qu'est-ce que ça change? Tu sais, parle-lui, hein, mais gère tes attentes, tu sais, puis qu'est-ce que ça impacte sur le travail tant que ça? Est-ce que, tu sais, il est en retard de 10 minutes, mais est-ce qu'il est disponible en dehors de ça? Est-ce qu'il dépend? Puis là, elle se prend du recul puis met en perspective. Puis là, j'avais fait comme, attends, c'est vrai, il a raison. C'est pas con. C'est un bon élément, ce gars-là, tu sais, puis OK, je vais lui dire, dans le fond, que le 10 minutes, peut-être que, tu sais, je comprends, puis je comprends aussi qu'il en donne plus, fait que j'y reproche pas, mais, tu sais, peut-être juste de le surveiller ensemble, puis au lieu de le blâmer, plus dire, mais je reconnais aussi que tu as un apport important pour l'équipe, puis, tu sais, je te valorise là-dessus, puis comment est-ce qu'on fait pour te faire progresser, tu sais, tourner ça de l'autre Puis bord. ça peut être aussi une bonne, ben je peux pas dire une bonne excuse, mais peut-être que le gars vient en autobus, puis l'autre autobus, après, il serait comme une demi-heure d'avance, puis là, il se dit, Ouais, bon, ou tu qui vit des sais, problèmes personnels dans sa vie, on le sait on regarde pas. tu sais. Ouais, Mais l'idée aussi de le valoriser pour l'impliquer pour la suite, puis faire comprendre que pour moi, il y a il y a un apport important, puis il y a une place importante dans l'équipe, comment est-ce qu'on peut le faire progresser, ça le remobilise aussi, tu sais. Puis là, on s'est dit, c'était 10 minutes, là, tu sais, moi, du haut c'était pas pire. Hein. de mes 2 ans d'expérience en gestion, j'avais besoin d'être coaché. Fait que C'était j'ai quoi, eu des bons mentors. c'est quoi l'issue de cette conversation-là pour le fun? Comment t'as approché ça? C'était ça. En fait, c'était ça. C'était de dire, tu sais, regarde, je comprends que tu es souvent en retard, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Je veux pas le savoir, mais ce que je veux que tu saches, c'est que tu es une personne que je valorise dans l'équipe, tu as un potentiel. J'aimerais savoir où est-ce que tu veux t'en aller, puis comment est-ce qu'on fait pour s'y rendre. Puis ça a super bien. Il était-tu en retard après ça ou De mémoire, pas tant. Pas tant, puis il est encore là en plus. t'as passé le mémo puis ça a passé crème, là? Oui, exact. Fait que ça, c'est une grosse qualité de gestionnaire, ça. Bien, je les ai appris par du mentorat, honnêtement. Tu sais, autant mes parents ont géré des équipes tout le temps, puis je les ai vus faire. Autant j'ai eu beaucoup de mentors dans ma vie professionnelle. Tu sais, quand tu vois tes parents, c'est une chose, mais quand tu le mets en application puis que tu as la chance d'avoir des mentors dans ta vie qui t'apprennent les choses, surtout en début de carrière, c'est extraordinaire. Là. Puis j'ai eu, chez Aéroport de Montréal, il y a eu Yannick Lantier, entre autres, mais j'ai aussi, dans d'autres entreprises, j'ai Martin Beaupré, notamment chez Nextling, qui avait été racheté par Bell. Puis c'est tous des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, tu sais, puis c'est vraiment beau. Puis j'espère avoir ce genre d'influence-là aussi sur les gens que je gère dans ma vie. Tu penses-tu qu'eux, en inculquant ça dans toi, là, ils voient comme une progression où ce que eux, ils étaient, tu sais, t'as dit 48 ans, mais comme, mettons, eux, quand ils avaient 48 ans, peut-être qu'ils sont comme, ah, OK, ben lui, Eric est encore plus loin que où j'étais parce que je l'ai coaché. Ben oui, puis c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai une progression dans ma carrière, ils me le disent. Ah ah. Fait que, ben tu sais, ils me le disent, ils prennent pas le crédit, on s'entend. Ouais. Ils sont fiers de ce que j'ai pu accomplir, de ce que j'ai devenu, puis ils sont surtout fiers d'avoir pu déceler en moi un potentiel, tu sais. Ouais. Puis de l'avoir exploité parce que je me suis retrouvé dans des gros postes, j'avais 25 ans, là, c'est jeune, là, puis je gérais des contrats de millions face à Pierre-Carl Pellado à 25 ans. Là, c'est intense. Beaucoup de pression. Ben oui, mais si je le faisais, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a cru en moi, puis même, tu sais, puis ça, je le dis souvent, si vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur dans votre position, changez de job ou changez d'orientation ou changez de projet. OK. C'est important de l'avoir. Wow. Puis, les gens ont peur du sentiment d'imposteur, mais non, c'est ça. Après, je respecte aussi qu'il y en a qui sont confortables dans leurs pantoufles, puis qui veulent finir toute leur vie dans le même poste. Ça, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Mais si vous aspirez à vous développer dans la vie, il faut avoir le sentiment de l'imposteur. Puis le sentiment de l'imposteur va permettre de se dépasser, d'acquérir des nouvelles connaissances, d'ouvrir ses esprits, puis d'être humble. Un bon gestionnaire, pour moi, c'est pas quelqu'un qui fait du micromanagement, mais quelqu'un qui est humble, puis qui compte sur les... Puis là, je crois pas longtemps, là, mais qui vraiment va reconnaître les compétences puis les forces de ses équipes, compte sur ses compétences et ses connaissances-là, et puis va progresser à travers ça, puis va faire progresser, puis mettre en exposure, en lumière les gens sous lui. C'est sûr, j'ai des questions pour le podcast, mais tu apportes des affaires, des éléments très importants, puis j'ai beaucoup de questions qui me germent dans la tête. Ouais. La première, je vois ta posture, commenter ton ton de voix. T'es un gars cool, tu sais.
C'est tranquille, c'est smooth. OK. Mais Oui, je vais tempérer ça. OK, de deux façons. Je suis un gars qui gère très bien son stress, mais je suis quelqu'un qui peut être stressé pareil. Puis, ouais, ça, on me l'a souvent dit. Si je dois faire une conférence devant 3000 personnes, je vais être extrêmement nerveux, à quasi en vomir, mais ça paraîtra pas. OK. Je fais rien pour le contrôler, c'est naturel, c'est comme ça. Après, c'est pas bon de garder les choses en dedans, il faut l'extérioriser autrement. Il faut faire du sport, il faut s'exprimer, il faut parler bon, etc. Mais c'est vrai que je suis comme ça. Après, je suis un gars cool, oui. Ceci dit, quand j'ai un mandat, j'ai un objectif. Moi, je dis toujours à mes équipes, vous allez toujours avoir l'heure juste avec moi. OK. Vous allez toujours savoir c'est quoi ma mission, ma vision, c'est quoi mes objectifs, où est-ce que je m'en vais, les étapes qu'on va y arriver. Vous allez toujours savoir à quelle étape je suis rendu puis quel état d'âme j'ai. Des fois, ça ne vous plaira pas, mais au moins, moi, vous allez toujours tout savoir. Puis, chaque personne sous moi sait ce que j'attends d'eux autres. Tant que tu es là-dedans, moi, ça va. Mais déborde pas de ça. Mais c'est là que je veux en venir parce que malgré, tu sais, tu as une super belle rigueur et tout ça, mais c'est évidemment que les gens qui travaillent sous ta gestion, des fois, ils se disent « Ah, c'est Eric, genre, il va le laisser slider, tu sais, parce que tu comprends. » Mais comment tu fais pour instaurer ce respect-là sans briser, froisser ou utiliser des mots, tu sais, parce qu'il y en a que ça crie, il y en a que c'est plus vulgaire, il y en a que c'est trop direct. Oui, je suis vraiment pas de même. Tu as raison, c'est une bonne question. Comment on fait pour canaliser ça, pour que ça soit une expérience positive à la fin, comme monsieur qui arrivait 10 minutes en retard? Ben, je te dirais, l'intelligence dans la vie, il y en a plusieurs types, mais moi, il y a une intelligence que j'ai beaucoup puis que je compte beaucoup. Puis ça, c'est là-dessus que je m'appuie énormément. C'est l'intelligence émotionnelle. Wow. Ne serait-ce que de se mettre à la place de l'autre aussi. Puis, je sais pas que je suis parfait, c'est vraiment pas. Puis, c'est vrai que de manière naturelle, j'ai tendance à rallier naturellement les gens. Ouais. Vers moi. Mais en même temps, je suis un gars qui, quelque part, c'est pas que je suis exigeant, c'est que je sais pas pourquoi, puis comment, je pourrais pas te mettre le doigt dessus exactement, mais je pousse les gens à se dépasser sans même que je le demande, tu sais. Puis ça, d'un côté professionnel, c'est extraordinaire, d'un côté personnel, c'est un défi. Parce que même mon gars de 8 ans, tu sais, veut se dépasser pour me faire plaisir, pour que je sois, tu sais, genre, wow, bravo, etc. Puis ça, je sais pas comment est-ce que je fais ça, je pourrais pas te dire exactement comment. Je pense que peut-être par ma posture, mon comportement, mes réalisations, mon caractère, peut-être, je sais pas. Mais dans le travail, l'être humain est important. On est tous des êtres humains, puis la relation pour moi est importante, puis le travail d'équipe, puis la reconnaissance de qui fait quoi, c'est quoi les forces, puis les rôles de chacun, c'est important au sein de l'équipe. Fait que je vais jamais je vais gueuler après quelqu'un, puis pour que je me retrouve en mesure disciplinaire ou congédier quelqu'un, il faut que tu y aies été fort en tabarnouche, tu sais. Mais en même temps, il n'y a jamais personne autour de moi qui s'est dit « Ah, c'est Eric qui va laisser couler. » Jamais, jamais, jamais. Mais c'est... Eric, j'ai fait une erreur, je suis désolé, je l'admets. Puis là, moi, je fais, là, l'admettre, ça, c'est déjà bravo. Maintenant, tu vas faire quoi pour le changer, puis pour pas que ça arrive. Puis là, ils ont déjà, tu sais, ces réponses-là, ils ont déjà réfléchi à tout ça. Puis moi, de rendu là, qu'est-ce que je fasse? C'est OK, regarde, c'est parfait, go, on y va. Puis je vais prendre la POC pour toi pour aller, tu sais, annoncer l'erreur. Puis on est tous là-dedans ensemble, tu sais. C'est team player aussi en même temps. Ça dépend toujours des rôles dans lesquels on joue. Moi, c'est sûr que dans les derniers rôles que j'ai joués, je représentais des grosses équipes. Fait que ce que je représente comme équipe, c'est ma responsabilité. Fait que si quelqu'un fait une erreur, c'est mon erreur aussi. T'as la tête sur la bûche. Ben, c'est normal. C'est normal, ça fait partie du rôle. Mais je vais toujours prendre des décisions, puis des orientations, puis des actions en fonction de ce que je représente aussi. C'est-à-dire que quand j'étais à la Ville de Montréal jusqu'à il n'y a pas longtemps comme directeur du développement économique, je suis là pour représenter la ville, le Québec, localement et à l'international, mais surtout pour représenter différents écosystèmes d'entreprises, que ce soit des organismes, que ce soit autant dans le milieu culturel, technologique, peu importe, tout confondu. Ma voix les représente auprès des gouvernements, auprès des élus, auprès de l'administration municipale. Fait que il faut que tu ailles une ouverture, puis là, je veux pas dévier, mais ce que je veux dire, c'est je pense pas que je suis quelqu'un de très cool. Quelqu'un qui travaille pour moi te dirait Eric qui est très très cool, tu sais où il s'en va, puis il faut que tu livres qu'est-ce qu'il te demande, puis essaye pas de le niaiser parce que si tu essaies de le niaiser, là, ça marche pas.
OK. Mais tu sais, c'est... Puis tu l'as mis, puis je voulais creuser l'emphase dessus, mais tu as répondu à la question aussi, tu le sais pas, mais tu as dit « J'amène les gens à se dépasser eux-mêmes naturellement. » Ouais. Ça, c'est la qualité ultime du gestionnaire, selon moi, parce qu'il n'y a plus de discipline à faire, il n'y a plus de suivi d'objectifs, il n'y a plus d'enfantillage, quoi que ce soit, parce qu'on le vit dans gestion à un certain niveau, peu importe, ça peut être des enfantillages, tu sais. Ouais. Ça, j'aimerais ça creuser là-dessus, mais tu connais pas la réponse, mais c'est pas grave, tu sais. Mais je pense, une affaire que je pense peut-être, c'est peut-être ton ouverture d'esprit, puis aussi, pas que c'est pas grave, mettons, d'avoir fait une erreur, prends-en conscience, mais je te pardonne, puis on avance, ensemble. Mais je pense que tu as raison. Puis l'autre affaire, c'est que souvent, tout comme moi, il m'est arrivé, là, avec ce que je te parlais tout à l'heure, d'aéroport de Montréal, puis les mentors que j'ai eu dans ma vie qui ont vu des choses en moi, je vois les choses en eux. Je perçois très rapidement les situations, je perçois très, très rapidement les choses, mais je perçois aussi très rapidement le potentiel des gens. Puis ça, c'est pas parce que moi, je perçois quelque chose que la personne veut l'exploiter. Mais si elle veut l'exploiter, moi, il y a plein de gens que j'ai eu dans mes équipes que j'ai propulsés à différents niveaux parce que j'ai partagé, je sais pas moi, des contacts, je les ai impliqués dans des process ou dans des projets. Je les ai aidés à se développer, puis justement à confronter un sentiment d'imposteur qu'ils n'avaient pas. Fait que j'en mettais un en place pour eux, c'est-à-dire je les ai amenés dans une situation où ils étaient complètement inconfortables. Je les ai aidés, puis j'ai coaché à se dépasser. Puis plusieurs personnes qui ont été dans mes équipes sont maintenant rendus à des niveaux beaucoup plus intéressants parce qu'ils le voulaient. Puis là, encore là, je précise, c'est pas moi, c'est pas à cause de moi. C'est à cause qu'eux, ils ont bien voulu accepter puis de jouer le rôle. Comme moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pas à cause des gens qui m'ont géré. C'est à cause qu'ils ont cru en moi, m'ont donné des opportunités, puis moi, je les ai saisies, puis je les ai réalisées. Ouais. C'est la même chose. On est, comme... C'est tout con, mais le poste de directeur du service de développement économique de la Ville de Montréal que je viens de terminer, c'est un des postes les plus importants dans ce domaine-là au Québec. Puis ça vient qu'une responsabilité énorme. Ouais. Puis tu représentes une fonction. Ouais. Puis ça, il faut le savoir parce que c'est un poste que quand tu es dans cette fonction-là, tout le monde t'aime tout à coup. Écoute, c'est 600 courriels par jour, quand tu vas dans les événements, tout le monde veut parler, tout le monde, tu t'entends, ah, Éric Labelle est là, puis là, tout le monde veut venir te serrer la main, tout le monde veut te parler, les ministres te tournent de bord pour venir te voir, etc. Parce que tu as un rôle important, c'est pas toi, tu sais. Puis le jour où tu décides de quitter cette fonction-là, la fonction reste, mais toi non, puis toi, tu redeviens un nobody, tu sais, j'exagère, mais c'est important, tu sais, il faut le savoir que des fois, tu as la personne qui va occuper un rôle, qui a les aptitudes et les compétences pour amener ce rôle-là quelque part, ou en tout cas, du moins pour le supporter, mais le rôle a des exigences qui lui demeurent, puis il y a on va dire, une portée qui résonne au-delà de la personne qui l'exécute. OK, fait que là, on a sauté une couple d'affaires, on va y en venir, mais j'adore la conversation en ce moment parce que tu donnes vraiment des explications au cours de route, puis comment ta psychologie fonctionne, puis le coaching. Là, tu as travaillé à l'aéroport, mais là, après ça, tu fais comme un switch un peu dans le domaine plus la fonction publique. Pas tout de suite. Pas tout de suite? En fait, après l'aéroport de Montréal, il y avait, à l'époque, il y avait Vidéotron qui prévoyait faire un lockout. Donc là, on parle il y a longtemps. Là, ouais. Puis l'entreprise qui a géré, en fait, la contingence, donc, des centres d'appel pendant le lockout de Vidéotron, discutait avec Pierre-Carl Pelado pour mettre en place un centre d'appel. C'était pas une entreprise de centre d'appel. Puis moi, j'avais monté un centre d'appel chez Aéroport de Montréal. Fait que le gars Martin Beaupré, en fait, j'étais comme c'était un de mes fournisseurs, lui, en service informatique. Fait qu'il m'avait dit, Éric, je sais ce que tu as fait à Aéroport. Puis il me posait plein de questions. Puis à un moment donné, il m'avait dit, bon, on va ouvrir le centre d'appel. Maintenant, je peux te dire c'est quoi. Ça va être le lockout de Vidéotron. Ouf. Tu veux-tu prendre la direction? J'ai fait comme... beau mandat, excuse-moi, mais méchant beau mandat. Fait que je suis parfait. J'avais quitté la job, je suis allé là-bas. Ça m'a amené comme une expérience de gestion, puis en crise, puis en contingence, puis à faire face à Pierre-Carl Pelado, puis etc. Vraiment une discipline de travail vraiment très différente, un rythme aussi. C'était extrêmement formateur. Mais l'entreprise, au bout de 4 ans, a été rachetée par Bell. Puis là, moi, personnellement, les grandes structures, c'est pas pour moi. Moi,
pas agile là-dedans, je trouve pas ma place. Les grandes structures, c'est pas trop moi. Fait que j'avais décidé, on m'a demandé de gérer l'intégration des 2 entreprises ensemble, donc la fusion. Donc, on était un comité de 3 personnes, tu sais, fait qu'on a comme géré ça, ça a pris 1 an. Mais moi, j'ai décidé de quitter puis de partir en Europe. Parce qu'au même moment, je me séparais de mon chum avec qui ça faisait comme 7 ans qu'on était ensemble, on est vendu à la maison. Puis, je me disais, j'ai envie d'acquérir une expérience internationale parce que je trouve qu'au Québec, en tout cas du moins à l'époque, c'était intéressant ce que je vivais comme expérience puis comme progression, mais moi, j'en veux tout le temps plus. Fait que... De là, HEC Paris en 2010. Exactement. OK. J'ai fait mes devoirs. Oui, c'est bon, c'est bon. Fait que j'ai été en France pendant presque 8 ans. Ouais. Puis l'entreprise pour qui je travaillais, c'était une firme de consultation. Puis au début, on m'a demandé, tu sais, bon, là, j'ai été directeur de compte quelques mois. Puis là, après ça, j'ai comme super rapidement progressé parce qu'encore là, un autre président d'entreprise qui a vu un potentiel en moi, là, tu sais, où à un moment donné, tu sais, il m'avait convoqué puis il m'avait dit là... tu sais, t'as du potentiel, là, je veux que tu me décrives c'est quoi tes 3 dream jobs. Là. Pense-y, demain, on va luncher ensemble. C'est quoi tes 3 dream jobs, puis on verra si je peux te la donner. Là, je fais comme calvaire, OK, tu sais. Puis lui, c'est un homme très imposant, une personnalité très importante en Europe, tu sais. Fait que le soir, j'ai écrit mes 3 descriptions de poste, en me disant, bon, la première, tu sais, la numéro 3, ça va être elle qui va accepter. La 2, je me dis, je pousse un peu. La 1, je me dis, là, je chamboule l'entreprise de bord, tu sais, c'est du développement international, bon, etc. Je me dis, il acceptera jamais ça, tu sais. Puis, écoute, on arrive, on s'assoit pour luncher, ça a pris 2 minutes. Tu sais, je commence à y parler, moi, je m'en allais y verbaliser c'était quoi mes affaires, mes attentes. Il ouvre la pochette, il regarde la position numéro 3, tu sais, que je me dis, c'est lui. Prends ça, mets ça de côté, je suis comme, OK. Prends la deuxième, mets ça de côté. Puis là, il prend la première, il dit, c'est ça que tu veux? Je dis, ben ça, c'est l'ultime. Et si tu commences même temps? Je suis comme, OK, shit. Malade. Ouais, je dis, mais t'es conscient que... Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise, là? Ça fait 1 an. Et puis c'est un changement de culture parce que le travail en France, c'est vraiment pas pareil. Les contrats de travail sont pas pareils. L'éthique de travail, le présentéisme est très... Oh oui. Ouais. Là, hey, décortique, là, mon chum, parce que là, t'as dit ça de même. Là. Moi, je sais, j'ai pensé y aller, mais c'est les tickets repas. Là, ici, t'en as pas. Là, après ça, c'est les avantages, le nombre de congés. Comment tu behaves au travail, c'est plus pareil, là. Non, puis moi, j'arrive avec ma casquette du québécois qui, excusez, c'est pas moi qui vais m'adapter à vous, j'en ai rien à foutre. Fait que, tu sais, moi, j'arrivais au travail genre à 8h30, il y avait personne, c'était moi qui ouvrais les lumières du bureau, tout le monde commençait à arriver à 9h30, mais moi, à 6h, j'étais parti, là. Ouais. Puis là, on me convoquait en me disant, tu files un mauvais coton, ça va vouloir dire, ça va être passé. J'étais comme, excuse-moi, c'est parce que moi, je prends pas 50 pauses café par jour, je suis pas là à jaser dans le cubicule de tout le monde. C'est ça. Le présentéisme. C'est ça. Le jour où mes dossiers seront en retard, tu viendras me voir. Mais oui, c'est très différent. Après, c'est extrêmement formateur aussi, là. Comment tu as vécu ce changement-là? Ça t'a pris combien de temps t'adapter avec la friction? Parce qu'il y en a une, là. Oui, il y en a une, c'est sûr, mais en même temps, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'étais arrivé en disant, comme Québécois, je ne vais pas changer mes habitudes, mais c'est là que j'avais tout faux. Je disais, voyons, tu t'adaptes où est-ce que tu t'en vas, puis tu apprends à jouer de ces forces-là aussi, c'est ça. Fait que je te dirais, le temps que ça m'a pris peut-être 2 ans. La première année, tout est beau, tout est correct. Dans l'année 1 à 2, là, tu fais comme, oh shit, attends, là, c'est plus compliqué, ça crée des jalousies, des tensions. Ouais, ça aussi. Ouais, oui, c'est sûr. Puis, je dirais, après 2 ans, là, ma crédibilité était pas mal établie. On me laissait faire ce que je voulais. Puis là, tout le monde nous disait comme, oh, Eric, il fait ce qu'il veut. De toute façon, lui, il dépasse ses résultats. Fait que c'était pas mal ça. Puis quand le monde nous voyait justement qu'à force d'être sérieux, puis de faire ma job, puis de délivrer ce qu'ils les attendent, puis de proposer plus et tout ça, et de pas... Tu sais, oui, j'étais dans le social aussi, j'avais des bonnes relations avec toute l'équipe, mais j'étais pas là pour faire le party à tous les jours. Moi, j'étais pour travailler, le party, c'est après, tu sais. Puis, fait que je pense que là, ils se sont comme rendus compte que... T'étais sérieux. Ben, j'étais sérieux, mais j'étais un atout pour eux aussi, tu sais. Fait que c'est là que, tu sais, il y a eu la proposition de la job, là, tu sais. Puis là, ça, c'était drôle parce que je me suis retrouvé à gérer, tu sais, en France, t'as la société mère, puis t'as les filiales, mais les filiales, c'est toutes des entités séparées juridiquement. Donc, comme ils sont séparés juridiquement, c'est des organismes séparés, tu dois avoir un président et tout ça. Fait que je me suis retrouvé à un moment donné à gérer les 9 sites en France, parce qu'il y avait des sites de production de centres d'appel là-dedans, entre autres. Puis
Fait que je gérais les sites en France. Fait que j'étais comme président de ces entreprises-là. Fait que je devais gérer les négociations syndicales annuelles, obligatoires, ce qu'ils appellent des NAO, là, une négociation annuelle obligatoire. Parce qu'en France, les négociations avec les syndicats, c'est à tous les ans que tu renégocies la convention. Ouais. Fait que là, je me disais, attends, comment moi, comme petit Québécois... T'as aucune background? J'ai géré des employés syndiqués, mais très peu. Puis, j'ai pas eu à gérer des négociations. Je me suis dit, OK, moi, je vais gérer 9 conventions collectives. Je me suis tellement éclaté. Là, puis c'est là que l'entreprise m'a envoyé au HEC à Paris pour apprendre à gérer justement les négociations syndicales, puis les relations de tension, puis tout ça. Puis je me suis vraiment éclaté. Franchement, là, avec des grèves, parce que tu vois, c'est sûr en France, là, les grèves, toutes ces affaires-là. Bon, c'est sûr, là, j'ai pas été gérer des syndicats, des grèves de SNCF, puis de RATP, puis tout ça, on s'entend. Mais c'était quand même super intéressant puis formateur. Puis c'est là que mon profil puis mon accent québécois marchait. Écoute, c'était épouvantable. Puis ma rigueur aussi, tu sais. Fait que ça a été vraiment phénoménal pour moi. Ça m'a appris beaucoup de choses. Tu sais, j'ai lu un livre, mais je lis pas de livre, là. J'écoute l'audiobook, là. Ouais. Ça s'appelle Never Split the Difference par Chris Voss. Ouais. T'es exactement ça. Ah oui? Ben, j'ai pas écouté, je sais pas de quoi tu parles, mais ce que je peux comprendre, puis ce que j'entends dans le titre, c'est que ce que je trouvais pas évident nécessairement au début à gérer les négociations, c'est que là, je me retrouvais à représenter l'employeur auprès des employés, puis moi, je suis très pro les deux. Je suis très... L'employé, c'est important, ses conditions, puis l'employeur, je comprends qu'il veut faire du cash, mais à un moment donné, l'employé, pour moi, son condition de travail, puis ça... Tu sais, tout ça, c'était pas évident de me retrouver là-dedans. Tu sais, d'avoir à convaincre mon boss qu'on devait leur donner plus, puis convaincre aux employés qu'on devait leur donner moins parce que ça m'a amené, tu sais, écoute, c'était le genre d'affaires de même. Ça parlait ton... Le livre, là, c'est un négociateur du FBI. Oh, God. Qui est une figure là, mondiale de la négociation. Que là, à un certain moment donné, il avait besoin de... un peu comme toi, de se ressourcer. Puis il a décidé, ou je sais pas trop quoi, par la force des choses, il est allé à Harvard. Je pense que sa job l'a envoyé là, je me souviens plus exactement. Puis finalement, il est allé dans la classe de négociation. Puis Harvard, ben, une des meilleures écoles mondiales. Évidemment, c'est les meilleurs mondes mondialement, techniquement. Ouais. Puis il a comme... Il a dépassé tout le monde en très peu de temps. Puis là, on a fait une étude de cas sur sa façon de faire. Puis là, à partir de ce moment-là, ça a explosé sa carrière. Puis il donne des trucs de qu'est-ce qui a fait ça. Puis une des affaires que je me souviens vraiment beaucoup, puis j'essaie de l'appliquer le plus à ma vie possible pour la négociation de contrat, pour peu importe, là, pour essayer de démarcher un nouveau client ou juste dans une conversation, c'est la voix radio. Ouais. Que tu as beaucoup. Ouais, ça, ouais. La voix radio apaise les gens. Ouais. Puis le non-verbal de commenter, poser, tout ça, ça met les gens en confiance incroyablement. Puis ça fait en sorte que les gens se confient comme plus facilement à toi. Puis il y a moins de friction défensif. Je pense... Je sais pas, là. Non, mais... je te vois, ouais. Mais je pense que c'est ça. C'est drôle parce que quand je suis allé... Quand j'ai commencé à la Ville de Montréal, je devais passer à la commission des finances. Ça fait partie du rôle. Tu passes à la commission des finances, t'es en direct, tu sais. Puis t'expliques les budgets, qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi les réalisations, tout ça. Puis la force des choses, c'est que on m'avait mal expliqué comment y aller. Fait que moi, je suis arrivé, mon équipe m'avait tout préparé, documents, des présentations, mais tu dois apprendre 350 projets par cœur. C'est pas ça, ouais. Mais non, puis t'es live à la TV, à te faire questionner par les élus, les journalistes, le public, tu sais. Fait qu'il faut tout que tu maîtrises, puis écoute, j'avais passé des semaines et des semaines à lire, puis à me préparer, puis tu sais, tout ça. Puis en arrivant là-bas, le président de la commission à caméra fermée me dit « T'es-tu seul? » Je dis « Ouais. » Il dit « Ben voyons, c'est bien mal vu ça, que tu sois pas avec ton équipe. » Je fais « Comment ça? » Il dit « Ben, normalement, tu viens avec ton équipe, c'est beaucoup mieux vu par la commission parce que tu les mets en lumière, puis c'est eux qui répondent aux questions. » Il dit « Là, c'est toi qui vas répondre. » Je dis « Oui. » Il dit « Tu vas faire ça comment? » Je fais « Quoi? » Et j'ai fait me chier dessus. Je suis comme, OK. Il dit, bon, là, on va commencer. Écoute, j'étais à la caméra, j'essayais d'expliquer mon texte, tu sais, puis de lire ma présentation. Je pensais que j'allais partir à brailler tellement que j'étais plus en maîtrise de rien. Puis,
pour moi, c'était une catastrophe, là, je ne suis pas quand même réécouté de ce segment-là, parce que je me disais, tu sais, mine de rien, je suis là aussi pour représenter la population puis donner des orientations sur qu'est-ce qu'on va faire pour aider les entreprises, les commerçants, puis tout ça. Et là, je suis en train de faillir à mon rôle devant toute mon équipe. Il a joué dans ta tête, ce gars-là. Ouais, ben oui, exact. C'était-tu intentionnel? Non, pas tout. Parce que c'est juste que c'est moi qui ai comme pas bien. Mais tu sais, justement, ça a bien été, c'est correct, tu sais, mais c'est juste, moi, j'étais en panique totale. Puis là, à la fin, il y avait une fille, en fait, qui était là, qui était pas la présidente de la commission, mais une autre, qui vient me voir, puis elle me dit exactement ce que tu viens de me dire, là. T'as tellement l'air en contrôle, je la regarde, T'es en train de crouler en dedans, là. Celui de moi, là, qu'elle se dit, t'as tellement l'air en contrôle, puis ta voix apaise, tu sais. Mais c'était pas une vocation, la radio, en passant, qui me tentait. Puis j'ai un ami, puis un ex, là, tu sais, qui est animateur radio, là. Je connais le milieu, tu sais, je trouve ça le fun, j'aurais bien aimé ça, mais c'est un milieu qui est difficile, qui est compétitif, il faut vraiment être bon et vouloir pour réussir là-dedans. Puis moi, comme tu l'entends, tu me connais aussi, être derrière un micro, c'est pas ce qui m'aurait intéressé le plus. Moi, je veux être dans l'action, je veux avoir, changer les choses, ouais. Les gens. Mais t'en as touché une partie, puis là, on y arrive, parce que là, tu sais, après ça, après cette opportunité-là, t'as passé 8 ans en France. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui m'a amené vers le municipal? Oui, parce que ça avait l'air à bien partir, tes affaires. Tu payais une écœurantide, des fois un amour, peu importe, un mal du pays peut-être même. Voilà, il y a eu plusieurs affaires. Honnêtement, on a décidé de quitter la France parce que j'en pouvais plus, j'étais écœuré, honnêtement. J'adore la France, mais puis j'ai encore ma belle famille qui est là, puis plein d'amis, puis j'y retourne 2-3 fois par année en voyage. Vivre là, pour moi, je l'ai fait, ça me tente moyen, sauf peut-être dans un rôle de représentation ou whatever, là, mais prendre la décision délibérée, moi tout seul, de repartir vivre là-bas, je l'ai fait, au bout de 8 ans, là, on était dans une époque très difficile politiquement, puis de climat aussi, là, François Hollande venait d'être élu, après ça, il y avait les mariages, les manifestations anti-mariage homo, c'était un contexte qui était un peu difficile, fait qu'on a décidé de revenir. Puis quand François Hollande, donc le Parti socialiste, avait été élu, les présidents pour qui je travaillais m'avaient dit, si Hollande est élu, tu vas déménager l'entreprise. Puis j'étais comme, pourquoi? Je savais très bien pourquoi. Ben, c'est parce qu'il y a hors de question qu'on paye plus d'impôts en France et tout ça. Puis j'étais comme, c'est parce que c'est le pays qui te donne tout, puis auquel tu prends toutes les ressources, puis tu veux pas payer plus d'impôts. Après, je suis ni capitaliste, je suis ni extrême socialiste ou quoi que ce soit. C'est pas ça la question. C'est juste que je trouvais le discours un peu dégueulasse, puis effectivement, quand le Parti socialiste a été comme élu, ben mes 2 présidents sont déménagés à l'étranger. Un a déménagé comme en Belgique, l'autre est déménagé à Londres, puis il a fallu qu'on gère ça, leur déménagement en urgence, parce que c'est ça qu'ils voulaient faire pour déménager leur richesse. C'est leur choix, c'est correct, tu sais. Puis il y avait d'autres raisons aussi. Ils voulaient apporter à l'international leur projet un peu plus, puis ils voulaient, eux, prendre un peu plus de recul de l'entreprise pour gérer aussi d'autres projets. Puis ça, je le comprends, je le respecte. Mais ne serait-ce que la synchronicité du geste, tu sais, m'a comme un peu... un petit peu pourri dans la bouche. Ouais, c'est ça. Exactement. T'as laissé un goût amer. Là, tu te dis, attends, mais là, moi, je fais faire des millions à ce monde-là pour... Puis tu sais, j'étais pas tout seul, mais... les dernières années, j'avais géré l'expansion internationale avec les fusions et les acquisitions à l'étranger. Fait que ça avait été mon rôle. Fait que ma job était de recommander des profits faramineux aux actionnaires. Fait que là, je me disais, OK, mais c'est vraiment ça, d'accord. Fait que quand je suis revenu au Québec, au début, j'ai commencé à chercher une job. Puis là, tu sais, veux pas, j'ai été confronté pour de vrai là, à du monde qui me disait, j'aimerais ça t'embaucher, ça serait excellent, j'ai besoin de quelqu'un comme toi dans mon équipe. Mais t'es plus compétent que moi, tu vas me voler ma job. J'ai comme, non, c'est pas de même que ça marche, tu sais. Moi, je vais te prendre ta job quand toi, je vais réussir à te faire, tu sais, élever plus haut. Puis j'ai été confronté, puis c'est pas une blague, là, tu sais. 3 fois, on m'a bloqué des portes en me disant, tu vas me voler ma job parce que t'as trop d'expérience à l'international et tout ça. Puis c'est là que j'ai dit, hey, you know what, tu sais, fuck off, tu sais. Moi, je t'ai écœuré. Moi,
j'avais envie de redonner mon expérience puis mes connaissances au Québec, tu sais, aux gens. Tu sais, là, on repart, avant que je parte en France, j'avais géré quelques affaires, quelques projets, quelques petits départements, etc. Puis j'avais envie d'acquérir une expérience internationale. Je l'avais, mais c'était quand même pas pour faire cette expérience internationale-là. Je voulais qu'elle serve à moi, qu'elle serve à la communauté, pas à faire gagner des millions de monde. J'étais écœuré, tu sais. Fait que c'est là que j'ai vu un poste à l'époque à la ville de Brossard qui était ouvert. Puis il était comme le directeur de la ville intelligente, là, tu sais, ça s'appelait autrement là, à l'époque, mais... Puis là, puis le rôle que la ville de Brossard avait... Hey, tu sais, directeur intelligence opérationnelle et innovation, 2014 à 2019. Exactement. Puis pourquoi ça s'appelait de même, c'est que à l'époque, Brossard-Longueuil, il y avait comme une petite chicane, puis Longueuil avait déjà son directeur de la ville intelligente, fait qu'il voulait pas qu'il y ait le même titre. OK. Fait que le rôle était très... Vague. Ben oui, il était vague, mais il était extrêmement transversal, puis il relevait du directeur général, tu sais, directement avec un DG aussi, puis... Tu sais, j'étais très haut placé, on va dire, dans l'organigramme avec des ambitions super belles, tu sais, de changer beaucoup de choses, mais c'était surtout de faire, de positionner Brossard comme dans le top des villes médianes, puis d'améliorer sa réputation, puis son rayonnement, puis... T'as bien fait ça? Ben, je pense que oui. Check Brossard à cette heure, ouais. C'est ça, mais je l'ai pas fait tout seul, mais tu sais, mon rôle était aussi beaucoup de repositionner, tu sais, Brossard sur la map, surtout entrepreneuriale, tu sais, puis fait que j'avais beaucoup de relations avec tout ce qui était HEC, de Santec, tu sais, puis toutes les autres, puis je donnais un peu de conférences, jury, tu sais, cette affaire-là. Je développais mon réseau, puis tu sais, je faisais du mentorat sur des entreprises, puis ça rejoignait ma fibre entrepreneuriale, puis de pouvoir redonner. Fait que 50% de mon temps était justement, tu sais, hors Brossard pour faire rayonner Brossard, puis le remonter, le positionnement. Puis 50% était à l'interne, puis c'est là que... Écoute, ça faisait 2 semaines que j'étais là à un moment donné, puis là, il y a une dame qui s'appelle Viviane Gravel qui a géré Stationnement Montréal, puis les cartes d'embarquement dans électronique, là, qu'on connaît, tout le monde a ça maintenant, est arrivée à Brossard, puis on était au bureau de la direction générale, puis là, elle a dit, moi, là, je viens de vendre Stationnement Montréal, là, j'ai du temps, est-ce que vous auriez une idée d'un projet qu'on pourrait faire? T'sais, moi, je lève la main, j'ai carte citoyen numérique, ça n'existe pas, à l'époque, ça n'existait pas. Je dis, comment ça que tout le monde doit se déplacer tout le temps à l'hôtel de ville? On veut pas y voir, on veut le servir, tu sais, fait que... Puis il faut que les gens puissent accéder au service. Fait que là, écoute, il y avait un gars qui était là, François, qui était à l'époque directeur d'une chaire de recherche à l'ETS, qui a été, même après ça, il a été directeur général de l'ETS, il vient de prendre sa retraite, là. Mais on s'est mis les trois à brainstormer, puis on est arrivé avec une solution d'un partenariat public-privé pour créer une interface, tu sais, qui... Puis on partait de ça, puis c'est peut-être pas la meilleure interface au monde maintenant, mais au moins elle s'est développée, puis c'était innovant, puis on essaie d'implanter des choses comme ça pour faciliter la vie des citoyens. Fait que j'ai commencé comme ça, puis j'arrivais dans un univers que je maîtrisais absolument pas. Là, le municipal, c'est du politique. Ouais. C'est vraiment... gouvernemental. Là, tout était dans du gros privé, dans un autre pays, puis avant ça, tu étais encore dans du privé, dans le domaine de l'aviation. Ouais. C'est ça. Ben, il y a de la politique partout, mais ça, c'est vraiment... C'est très politique. C'est très, très, très politique. C'est un extrême, là. Oui, vraiment. Mais ça s'apprend, tu sais, c'est pas compliqué, tu sais. Après, j'irai pas faire des relations gouvernementales puis, tu sais, politiques tant que ça, c'est pas ça la question, mais en même temps, quand j'étais en Europe, dans les dernières années, tu sais, je disais que j'ai géré des fusions-acquisitions, mais tu sais, il est arrivé des moments où est-ce que, par exemple, j'ai dû aller vivre 1 an et demi en Belgique, à Bruxelles, pour créer l'entreprise qu'on allait faire là-bas. Mais tu sais, je gérais les relations gouvernementales aussi. Tu sais, il fallait que j'aille voir les différents ministères, les différents ministres, aller chercher des subventions, créer des relations. Puis je l'ai fait un peu partout. J'ai une aisance là-dedans. Tu sais, c'est pas... Je veux pas me lancer en politique, c'est vraiment pas mon intention, mais j'ai une aisance de naviguer là-dedans, puis de comprendre rapidement les ficelles, qui, quoi, comment, tu sais, puis toutes ces choses-là, les sensibilités. Là, quand je te parlais d'intelligence émotionnelle, il y en a beaucoup là-dedans aussi. Oui, absolument. Oui, vraiment. Mais c'est vraiment un... J'ai eu à date 13 personnes dans... Deux secondes. Oui. Oups. Si tu le prennes, Non. OK. J'ai eu à date là, 13 personnes dans mon podcast, OK? Puis t'as de loin la personnalité la plus différente des 13 personnes. Ouais. Mais
sachant naviguer dans plusieurs sphères, parce que, tu sais, moi, personnellement, j'ai travaillé dans du corpo toute ma vie. Je sais pas si ça marcherait dans un start-up. Puis c'est sûr pour moi que ça marche pas en fonction publique. Impossible. Oui, ben écoute, j'aime pas ça, moi, dire c'est sûr, ça fonctionnera pas. On sait jamais, faut le tester après. Tabarouette. Ouais, je sais, mais C'est- tu sais pourquoi... En fait, pourquoi moi je savais que ça fonctionnerait? Parce que je savais que j'irais pour changer des choses. OK. En fait, il y a des lois à respecter, ça c'est important. Tu sais, puis je suis un gars très droit, très intègre, tu sais, puis pour moi, les lois sont importantes à respecter. Mais pour moi, les lois sont importantes à les connaître pour savoir justement qu'est-ce que tu as le droit de faire ou pas faire. Tu sais, puis ça veut pas dire les connaître pour les contourner, les connaître pour les suivre, pour connaître mes limites. Mais tu peux aller loin pareil. Ouais. Tu peux changer les choses. Puis honnêtement, autant au provincial qu'au fédéral qu'au municipal, là, il y a des gens là-dedans là, qui sont tellement compétents puis qui veulent tellement que les choses arrivent que quand toi, tu arrives en disant « Hey, you know what? Tu sais, moi, je vais faire un projet où je vais faire, tu sais, on va changer les choses comme ça ou on va gérer comme ça. » Ils sont comme « Ah, enfin, tu sais, quelqu'un qui va vouloir bouger puis il embarque. » Tu sais, j'ai tellement de monde mobilisé, super compétent puis tu sais, qui veulent changer les choses. Je trouve ça vraiment le fun. Mais tu trouves pas que pas tout le monde, mais une bonne majorité des gens arrivent dans cette optique-là, dans une fonction publique, avec plein de bonnes intentions. Ouais. Puis là, ils se rendent compte qu'il y a une réalité derrière. Puis je veux pas rentrer dans les technicalités, dans les détails, mais il y a une réalité derrière qui fait en sorte que c'est une grosse machine à bouger. Oh oui, c'est sûr. Après, ça dépend où t'es. Tu sais, c'est-à-dire que... C'est pas flexible. non. C'est... Ben, ça peut l'être. Ça dépend toujours, tu sais, de la volonté, de la direction générale en descendant. Ça dépend toujours de l'ouverture, tu sais, mais t'as raison, dans un organisme, c'est comme Ville de Montréal, qui, pour moi... C'est gros, c'est immense. Ben, tu sais, même au-delà d'être gros, tu sais, je veux dire, les entreprises comme CGI ou Bell Canada ou quoi que ce soit, c'est gros, puis sont capables de se bouger puis de changer les choses. La ville, c'est gros, c'est entartré dans un arriérisme du Moyen-Âge, dans souvent certains trucs, mais ce qui les aide pas actuellement, c'est tous les paliers, en fait, puis la scission des pouvoirs. Ça, écoute, tant que Montréal, puis là, excusez-moi, là, tant que Montréal va rester dans ville-centre, arrondissement, puis politique, puis administratif, puis là, tu as des pouvoirs de chaque côté, puis surtout, va pas dire à l'autre quoi faire. Ah, ça, c'est... Il n'y a rien qui va bouger. Ouais, c'est too much, hein? Ça, c'est épouvantable. Mais tu sais, moi, dans le rôle que j'avais, là, notamment au développement économique, mon ambition puis ma fierté n'était pas de faire bouger les choses à la ville. Moi, mon ambition et ma fierté, là, puis moi, je servais beaucoup plus l'écosystème, les entreprises, les organismes, puis tous les gens puis les partenaires que je représentais ou avec qui j'avais des relations. Pour moi, c'était ça qui était important. C'était pas la ville, tu sais. Moi, ça, la ville, puis là, j'exclus mon équipe parce que mon équipe était très importante. Puis honnêtement, il y a du monde tellement compétent là-dedans, c'est malade. Mais j'y allais pas dans l'optique de « je vais changer les choses ». À un moment donné, il faut que tu acceptes ce qui est. Fait que moi, j'acceptais que ce soit comme ça. Mais par contre, mon ambition, c'était vraiment d'avoir un impact fort sur l'écosystème entrepreneurial et économique de Montréal. Puis souvent, ça passe par le rayonnement à l'étranger aussi. L'impact, souvent, quand tu veux changer quelque chose, tu veux déplacer la plante qui est là. Si tu veux la déplacer, c'est pas nécessairement la plante qu'il faut que tu bouges. Ça peut être l'environnement autour pour que la plante se bouge. Fait que, ou la mettre plus en valeur avec la luminosité. c'est ça, exactement. Ouais, je comprends. Après ça, quand tu tombes dans des organismes plus petits, on va parler de, mettons, Brossard, où je suis de retour maintenant depuis très peu de temps, ça, c'est des endroits où tu peux vraiment changer les choses facilement. Puis après, tout est une question de volonté de tout le monde, puis les strates hiérarchiques. Mais moi, ce que je dis toujours aux gens dans le municipal, notamment, parce que moi, j'ai juste fait du municipal, même si j'ai travaillé beaucoup avec le fédéral et le provincial, j'ai jamais été employé dans le fédéral et le provincial. Mais ce que je dis toujours aux fonctionnaires, c'est faut pas oublier que dans la fonction de fonctionnaire, que ce soit gouvernemental, fédéral, provincial, municipal, tu as un rôle de conseiller la strate au-dessus de toi. Donc, c'est le rôle hiérarchique au-dessus de toi. On a tous un rôle conseil. Et puis, en fait, les employés professionnels en bas ont un rôle conseil. Les chefs de service au-dessus d'eux ont un rôle décisionnaire sur la couche au-dessous.
et en fait, ont un rôle conseil au-dessus et vice-versa. C'est une roue jusqu'en haut, puis quand ça arrive à moi, mon équipe me conseille, c'est moi qui décide, mais après ça, ce que j'ai décidé, je l'amène au directeur général puis aux élus, puis c'est eux qui décident ultimement. Donc oui, c'est fort possible que ce que tu recommandes, ou ce que tu proposes ou que tu veuilles soumettre comme projet ou comme idée ne soit pas ce qui soit adopté. Ouais. Ben, à ce moment-là, si c'est le cas, ben, assure-toi de proposer 2 ou 3 scénarios différents. Tu augmentes tes chances que quelque chose soit accepté. Si tu arrives dans l'idée en disant non, c'est ça absolument qu'il faut qu'on fasse, puis c'est ça le seul projet, puis c'est ça la seule idée, ben, tes chances que ça soit pas ça qui sorte vraiment sont de 100%. Arrive avec 3 scénarios différents ou mets-toi de la latitude sur ce que tu es capable d'accepter. Puis, parce que quelqu'un qui veut juste passer ses idées tout le temps, puis même dans le privé, c'est ça, là. Si tu veux juste tout le temps passer tes idées puis que tu n'acceptes pas que tes idées soient modifiées en cours de route, tu fonces dans le mur. Ça sert à rien. Tu n'es pas à bonne place. Il faut que tu sois toujours prêt à réévaluer en fait ton projet, réévaluer ta position. Puis ça, moi, je le dis à mes équipes tout le temps. Je commence toujours comme ça. Moi, je ne suis pas là pour venir faire votre job quand vous avez besoin de bien faire la vôtre. Je ne suis pas là pour faire du micromanagement. Puis je ne cherche pas à avoir des yes-men sous moi. Fait que moi, quand je dis à mon comité de direction, voici où est-ce que je veux m'en aller, voici quelle idée que j'ai, puis voici une question que j'ai, bien, si je suis dans le champ gauche, il faut me le dire. Vous me dites, non, Éric, tu n'as pas raison, puis voici pourquoi, puis expliquez-moi. On fait juste plus avancer comme ça. Là. Exactement. Mais souvent, ça, je le vois trop souvent du monde qui... dans mes équipes, moi, mais je l'ai tellement vu souvent du monde qui font juste dire oui parce que c'est leur boss. Ouais, par ego, puis là, tu sais, ça va juste être plus facile, tu sais. On va livrer ça, comment ça marche, c'est pas possible, etc. Ben, s'il fallait le dire, tu sais, ton boss, il faut le dire, il faut le challenger. Moi, je m'attends à être challengé par mes équipes, ça, c'est important. Puis tu trouves-tu que, venant d'un monde en TI, en processus d'information, penses-tu qu'il y a des choses qui sont automatisables à la ville parce qu'il y a trop d'étapes, là? Je pense qu'on fait pas mal en personne en disant ça. Là. Ouais. Il y a beaucoup trop d'étapes, puis peut-être même, il y a même trop de monde exécutif décisionnel, puis que ça fait juste pas bouger, tu sais. Ouais. Ben, c'est une méchante bonne question. Tu as le droit de dire je plead the fifth, OK? Mais. Non, parce que. Non, en fait, ta question est excellente, OK, mais il y a une chose par contre, parce que moi, le premier, j'automatiserais tellement l'affaire. Mais après, il y a 2 choses, tu sais. Il y en a plusieurs, mais je vais être très clair, là, c'est puis court. On sort, tu sais, quand tu es au municipal, tu sers une clientèle, tu sers des humains. Tu n'es pas là pour être, tu sais, servir des numéros puis des comptes de taxes. Fait que, tu sais, les humains, tu as des gens qui parlent pas français, tu as des personnes âgées qui peuvent pas, tu sais, utiliser ChatGPT ou l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Tu as des nouveaux arrivants qui ont besoin d'être accompagnés. Fait qu'il y a toujours un aspect humain que tu ne pourras jamais retirer. Puis au contraire, en tant que premier palier de gouvernement qui est le plus proche, tu dois conserver ça. Ceci dit, tu as une clientèle comme moi, que je ne suis pas intéressé d'aller à l'hôtel de ville jamais. Puis moi, tu as besoin de me mettre toutes les possibilités en ligne parce que je ne veux pas avoir à gérer ça pendant mon travail. Puis je ne vais pas appeler sur l'heure du lunch pour me taper une heure d'attente, tu comprends? Fait que tu as les 2 types de clientèle. Ceci dit, dans les TI, dans les municipalités, il y a quelques problématiques, là, tu sais que, bon, il y a toujours le plus bas soumissionnaire qui fait en sorte que tu n'as pas toujours la meilleure qualité de prestation de service que tu vas recevoir quand tu veux l'installer ou tu veux faire des services conseils ou quoi que ce soit, mais au-delà de ça, il y a des lois à respecter sur la protection des données personnelles qui sont extrêmement rigoureuses et sévères, qui complexifient même de mettre les données sur le cloud. Wow. C'est ça. Fait que moi, je suis pas directeur TI dans une ville, j'en côtoie beaucoup évidemment, puis c'est souvent des problématiques sur lesquelles on fait face que faut que les données soient extrêmement protégées, bien, comme le milieu bancaire. Ouais, il y a des leaks pareils, mais c'est rare. C'est rare, mais... Sauf que les banques, eux, ils ont de l'argent. Les villes, ils ont votre argent, tu sais, fait que on peut, tu sais, dans une ville, on peut tout faire dans la mesure où est-ce que les citoyens veulent payer, tu sais, puis on est dans une époque où est-ce qu'on veut pas payer, tu sais. Ouais, as-tu déjà eu une époque comme ça? Mais là, je voulais en venir aussi, parce que là, on a effleuré le sujet, puis c'est vraiment la partie pour moi qui est je veux pas dire la plus intéressante, j'adore la discussion, mais pour moi, c'est celle qui aurait le plus d'impact pour mon podcast, vu que j'ai peut-être plus une communauté d'affaires. C'est concrètement, quand tu travailles à la ville, puis tu veux développer l'économie
des sociales, durables, des PME. Concrètement, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, ben déjà, peu importe le domaine, mais surtout un domaine comme celui-là, tu sais, qui est très nébuleux. Tu sais, c'est un terme, tu sais, c'est comme l'innovation à l'époque, tu sais, ou la ville intelligente à l'époque, là, tu sais, puis je compare pas les deux, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est un terme qu'on utilise soit pour se donner bonne conscience, soit parce qu'il est à la mode, mais il faut des actions concrètes, tu sais. Fait que, comme dans n'importe quel sujet, je n'ai pas la prétention de tout maîtriser. Tu sais. C'est pas parce que je veux faire du social et du durable et projeter sur 50 ans de développement que je veux faire ou quoi que ce soit que je prétends que j'ai la réponse. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se tourne vers les organismes, tu sais, puis on fait des consultations pour voir, OK, qu'est-ce que la population... Genre les SDC, dans le fond. Entre autres, tu sais, puis d'autres organismes, tu sais, qui... comme un organisme que j'aime beaucoup là-dedans, entre autres, là, mine de rien, puis ça va très me surprendre beaucoup, c'est L'Oréal. Tu sais, tu disais que c'est une entreprise de cosmétiques, mais qui a un impact énorme sur les écosystèmes, que ce soit dans le social, dans le respect des droits humains, mais aussi dans le développement durable. Parce que, bon, pas tous les investissements qu'ils font, puis des implications sociales et locales, mais je ne veux pas le nommer juste cela, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va se tourner vers nos partenaires sur le terrain, comme les SDC, Ouais. comme les PME Montréal ou quoi que ce soit. Puis comme comment on vous appuie par rapport à ça. C'est eux qui ont la voix du terrain, puis on va se tourner vers les citoyens, vers les organismes et les OBNL pour voir c'est quoi les besoins, parce que ça peut être très sectoriel aussi. Absolument. Les besoins de McMasterville ne seront pas les mêmes que Thetford Mines, ni de Québec, ni de Montréal, ni de Laval, ni de Longueuil, ni de Brossard. Puis peux-tu expliquer un peu c'est quoi une SDC? Oui, alors SDC, c'est une société de développement commercial. C'est un regroupement de plusieurs commerçants ensemble qui créent comme une association pour que ces représentants-là, donc on va dire le représentant de la SDC, normalement il y a une petite équipe, vont être là pour représenter les intérêts des commerçants pour développer la vivacité, la vitalité, l'animation et puis des secteurs, en fait, qui le représentent. Comme, je vais prendre SDC Wellington. Ouais. C'est un super bon exemple. Puis ça, c'est surtout... Très actif, ouais. Oui, vraiment. Puis, en fait, je vais vous épargner tout l'historique, là, puis aller lire là-dessus, mais la SDC Wellington, en fait... c'est ça, on fait juste penser à il y a 20 ans, là, où... C'était pas ce que c'était. Non, vraiment pas, là. Je veux dire, la rue Wellington, c'était pas coupe-gorge, là, mais c'était pas beau, là, c'était... Criminalité, pauvreté, tout ça, là. Mais pourtant, s'il y a comme une communauté qui a décidé de se regrouper, puis là, ça pourrait s'appliquer à beaucoup. Okay? C'est-à-dire, il y a eu quand même plusieurs autres SDC à Montréal, là, puis sont encore actifs, puis ça va perdurer, là, mais ça, c'est important. Il y a les commerçants avec l'identité Verdun tatouée dans le cœur se sont dit on va se regrouper, on va trouver des solutions. Il y a quelqu'un qui va être là pour nous représenter, aller chercher des subventions, gérer des projets, etc. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait. Puis au fil du temps, ils sont arrivés avec des projets d'embellissement, puis de rayonnement, etc. Puis il y a beaucoup de choses à Montréal qu'on doit à la SDC de Wellington, donc Billy Wash qui est décédé dernièrement d'ailleurs, là, mais notamment, c'est le principe des rues piétonnes. Ouais. C'est Billy Wash qui est arrivé avec ce concept-là et qui y a cru super fort, puis qui, la SDC Wellington, a mis ça en place les premiers. Après ça... Hochelaga, il y en a une. Oui, bien là, ça s'est déployé. Là, il y en a comme 19 là, maintenant. C'est un succès international, puis c'est le développement économique, là, justement, à Montréal qui les gère, là, cette réglementation, puis le financement des SDC. Fait qu'on a eu à renégocier dernièrement l'entente avec eux, puis c'est quelque chose qui est né pendant la pandémie. Tu sais, là, on est en 2024, fait que c'est né comme au début 2020. C'est récent. C'est récent. Puis Montréal, il faut comprendre l'impact, là. Montréal est connu mondialement pour ses rues piétonnes. Ouais. Ça n'existait pas avant 2020. Ouais, magazine, tout. C'est malade, malade. Puis tellement que moi, quand je suis arrivé à la ville début 2023, je discutais avec les élus pour dire qu'il faut qu'on inscrive ça dans l'ADN de Montréal. Il faut que ça soit dans la constitution montréalaise, en guillemets, en voulant dire qu'il ne faut plus jamais que ça s'arrête. Il faut que ça fasse partie de l'identité propre de Montréal parce que, tout comme le Mont-Royal qui est connu mondialement, tout comme le stade olympique, la figure qui est connue mondialement, les rues piétonnes aussi, en moins de 2 ans, que c'est ça, je veux dire, c'est fou. Là, ouais. Puis oui, tu as toujours... Comme n'importe quel projet structurant majeur, tu as toujours des réfractaires, puis au fil du temps, ils démontrent l'intérêt, puis des augmentations d'achalandage, puis de rayonnement, puis etc. Puis
ça fait en sorte que ça reste, mais la SDC Wellington, c'est le genre de projet qu'ils ont géré, et pas que, là, il y avait comme par exemple... Plusieurs, oui. Il y en avait une ruelle qui était un peu macabre, abandonnée, tout ça, puis la SDC avait décidé de la transformer en photobooth, tu sais, qui joue au gré des saisons, puis celui-là aussi est connu assez mondialement. Ouais. Fait que, ils ont des super projets, mais c'est ça une SDC. Une SDC rassemble en fait les unités commerciales, ouais. C'est ça, les commerçants pour créer de la vitalité dans le quartier. Puis, tu sais, toi, c'est plus aux visions macro que tu vas aller représenter ce type d'initiative-là pour aller débloquer des budgets peut-être pour pouvoir les soutenir peut-être à force d'autres organismes. Parce que disons que la SDC dirait qu'on voudrait, je vais genre Verdun Beach, OK, on voudrait développer cette affaire-là. Ben là, peut-être toi, tu as des contacts avec des contractants, on fait affaire avec eux, etc. Tu as un facilitateur, disons, entre le micro versus le... Ben oui, en fait, moi, ce que j'aimais positionner, là, grossièrement, là, le développement économique de la ville de Montréal, puis c'est comme ça pas mal dans toutes les villes, là, mais tu dois gérer le développement économique et le support économique de tout. Ouais. Autant du milieu culturel que du milieu des universités, cégep. Il y a des heures. Puis, tu sais, des commerces, des organismes, des secteurs, tu sais, bon, bref. Puis, tu sais, c'est impossible d'être sur le terrain pour gérer ça. Fait que là, t'es comme celui dans ta tour, tu sais, qui conçoit, puis t'es toujours en train de concevoir, puis de réfléchir, puis d'agir pour les 30 prochaines années, tu sais. Fait que chaque décision que tu prends, c'est l'effet papillon, en fait, va avoir une interface, ou en tout cas, du moins, faire bouger les choses sur 30 ans, puis tu dois toujours t'orienter là-dessus, puis conseiller la direction générale et les élus envers ça. Fait que ton rôle quand tu gères un service comme ça, là, c'est d'être le capitaine de bateau puis de navire, parce que tu peux pas être celui qui est sur le terrain pour gérer les choses. Fait que c'est là que les SDC, les PME Montréal, les touristes Montréal, Montréal International, tout ce monde-là, et encore plus, là, sont extrêmement importants parce que c'est ceux qui sont sur le terrain pour exécuter les choses. Mais pour pouvoir savoir quoi faire, ils ont besoin d'orientation aussi. Fait que tu dois donner tes stratégies de ta vision. Ils ont les leurs locales et en tant qu'organisme identitaire, mais ils ont toujours... C'est important d'avoir quelqu'un à la barre, au développement économique, qui donne ces orientations-là pour pouvoir apporter les gens, en tout cas, du moins dans la même direction autant que possible, parce que sinon, on tire tous chacun de notre côté, puis ça marche pas. Puis, tu sais, mettons, à ton passage à la ville, là, il y a quelqu'un qui t'a remplacé, puis t'as dit quelque chose quand même de fort au début. Quand t'es rentré en poste, tout le monde veut tirer la couverture de son côté, tout le monde veut te proposer les idées. Penses-tu qu'il y a aussi un aspect, je veux m'acheter du capital politique avec cette personne-là? Là, tu parles pour mon remplacement? Ben, mettons pour le rôle en tant que tel. Est-ce que les gens voulaient savoir tout sur toi, puis tu sais, comme, ils voulaient juste avoir le capital politique pour faire passer un projet, peut-être? Ça se pourrait-tu? Ouais, ça se pourrait. C'est après... Je diminue pas ta personne, genre ta personne, tu sais, j'ai travaillé avec toi, tout ça, dans un domaine privé à la nationale. Super belle relation d'affaires. Mais, tu sais, quand on arrive à des fois que ces fonctions-là avec du pouvoir, parce qu'il y en avait... oui, il y avait beaucoup de pouvoir dans ce rôle-là. Je gérais 390 millions de budget. C'est ça. Et par les différentes ententes gouvernementales qu'on avait et non par la ville. C'est ça. Oui, c'est sûr. Beaucoup de gens... Écoute, ça c'est vrai, c'est assez étonnant que... Comment tu fais pour déceler? Tu le vois, toi, tu as une expérience là-dedans, tout ça, mais qu'est-ce que... C'est vraiment... Mais tu sais, encore là, tu vas toujours être étonné par certaines personnes pareilles. Je veux dire, le nombre de personnes que quand tu es en poste, tu es la 8e merveille du monde, puis que le jour où tu annonces que tu t'en vas, tu n'as même pas de réponse. C'est ça, c'est fini, là. Oui, c'est fini, puis tu sais, c'est même pas genre, hey, merci, bonne chance, ou ouais, c'était cool, non. Alors que t'en as qui te surprennent, qui vont t'appeler, puis qui vont te laisser te brailler ça au téléphone, t'es comme, OK, attends, là. Fait que tu sais, faut de la distance là-dessus. Puis ça, c'est dur mentalement parce que faut être prêt à ça, mais ça peut vraiment t'affecter psychologiquement, vraiment. Tu penses qu'on t'aime, puis... Ben oui, c'est pour ça que moi, je me répétais tout le temps, c'est pas moi qu'on aime, là, ça. Mais c'est fou que tu aies réalisé ça en partie, parce que des fois, le monde monte en carrière, puis ça vient avec un lot d'attention, puis c'est dans n'importe quelle sphère d'entreprise. En construction, quand tu deviens un contremaître, peu importe, t'en as de l'attention. En banque, quand tu deviens VP, tu as beaucoup d'attention.
Même un banquier qui fait ses chiffres à tous les ans. Qui est beaucoup d'attention. Bon, beaucoup d'attention. Le jour où il ne fait plus ses chiffres parce qu'évidemment, les objectifs vont monter en conséquence, il devient comme une sous-merde ou à peu près. Ouais. C'est difficile pour n'importe qui. Mais n'importe quel rôle qui est sous les projecteurs énormément, tu sais, comme ministre, ça doit être terrible là, quand tu t'arrêtes. Tough. Et puis autant tu te fais critiquer tout le temps, c'est dur, mais autant, parce que tu sais, moi, dans mon rôle à développement économique, je me suis trouvé dans des polémiques que j'avais pas d'affaires. Mais fait que je me disais, mon Dieu, mais comme ministre, ça doit être épouvantable. Mais quand ça s'arrête, tu dois avoir un manque de ça pareil. Tu sais. Il y a un rush. Il y a un sadomasochisme là-dedans qui est très sain. Ça se peut. Mais ça se peut. Tu sais, oui, je te dirais, en acceptant le poste, je le savais que ça allait être comme ça, puis je le savais qu'on allait m'aimer pour mes budgets, puis que c'était pas moi, c'était le poste. Mais moi, ce qui m'importait, là, c'est de voir la différence que je faisais pour les organismes, puis pour tout ce qui est social, puis essayer de développer le communautaire, le social, le circulaire, ces choses-là. Puis moi, ce qui était cool à Montréal, j'avais des gens dans mes équipes qui avaient tellement trop de bonnes idées que j'étais obligé de les tempérer parce qu'on n'avait pas l'argent pour tout réaliser ça, puis il fallait prioriser. Mais l'exécution aussi, une idée, c'est quelque chose, mais l'exécution, c'est un autre. Oui, mais avec l'exécution, tu peux toujours mobiliser les gens à l'externe parce que des organismes qui sont super pour réaliser les choses. Tant que tu donnes tes priorités puis à la limite des budgets pour les aider, parce que là, on tombe dans un sujet où est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est souvent des entreprises, des organismes qui commencent, qui n'ont pas beaucoup de cash. Mais tu sais, le rôle aussi dans ce temps-là, la force de ton pouvoir d'influence va beaucoup être de mettre les gens en maillage. Puis c'est là où souvent, mettons, quelqu'un qui me parlait d'un projet que je savais qu'il n'avait peut-être pas la capacité de le livrer, mais l'idée était excellente, et que je savais à côté quelqu'un qui avait de la capacité de livrer, mais qui n'avait pas d'idée, mais je les mettais ensemble, puis ça faisait, tu sais... Un bon maillon. Oui. Puis tu trouves pas... j'ai eu un gars qui s'appelle Yannick Martel sur mon podcast, entrepreneur, d'entreprise, tout ça, puis il a dit quoi, ça marque jusqu'à aujourd'hui, ça a transpercé mon corps. Il m'a dit, l'argent, c'est l'outil pour rendre lâche. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis là, t'en avais beaucoup, là. Fait que tu penses-tu que des fois, t'aurais peut-être octroyé puis t'es dit, gars, il l'avait à fougue, là. Là, j'y ai donné un petit peu trop, puis là, ça sont comme assis sur le laurier, puis là, à cette heure, les subventions vont rentrer à chaque année, tu sais. Fait que c'est arrivé. Ah oui, plein de fois. Puis là, souvent, mettons, des organismes qu'on disait, bon, mais on va te donner moins ou on va te donner. Là, c'est plus pareil, ouais. Ouais, c'est ça. Après, là, c'est souvent, ça allait chialer ailleurs, les politiques revenaient. Oh, et ça arrivait. Puis souvent. On est humain. On est humain, puis tu sais, ou encore, tout le monde, ses priorités changent. C'est surtout une municipalité. Évidemment. C'est pas parce que je t'ai financé il y a 3 ans que je vais te financer encore. Ça, les besoins changent. Oui, c'est ça. Les besoins changent, puis effectivement, les gens, souvent, vont s'asseoir sur leur laurier parce qu'ils ont du financement garanti. Oui, mais ça ne l'est jamais. Puis là, suite à ce passage-là à la ville, je pense que tu as fait quand même une belle impact parce que, bon, ben moi, évidemment, j'ai entendu des échos de ça. Moi, je te connaissais déjà d'une expérience professionnelle, mais ça a passé full circle. J'ai eu quelqu'un de la SDC. J'ai eu 2 personnes de la SDC Wellington ici. Très beau commentaire des 2 personnes. Puis sans qu'on se dise, hey, tu connais-tu un tel? C'est vrai. Ah oui, pour vrai? Vraiment. Puis parce que quand tu es rentré en rôle à la ville, je pense que tu as fait un tour de rencontrer quand même beaucoup de gens. Mais oui. Puis ça a fait de l'écho, puis on a eu le pressentiment dans les SDC, dans quelques zones, OK, on a quelqu'un pour nos intérêts. Puis ça a fait ça. Bien, c'est vrai parce que tu as raison, parce qu'en plus, quand je suis arrivé à la ville, pour moi, la priorité était d'aller rencontrer le terrain. Ouais. Je suis pas un élu, là, puis ça m'intéressait pas. Puis je suis pas là pour voler à la place des élus ou shiner à la place d'eux. Si je veux conseiller les élus, il faut que je prenne le terrain, puis c'est pas enfermé dans mon bureau à le faire. Puis dans ce rôle-là, puis autant celui que j'ai commencé à Brossard, le rythme est intense en tabarnouche. Là, écoute, j'ai 2 adjoints qui gèrent l'agenda puis les courriels. L'agenda qui est plein 6 mois d'avance. Jamais de temps pour espérer. Tu travailles 12 heures par jour, 3 soirs par semaine dans des événements. Puis je pourrais être 7 jours par semaine dans des événements. Ah, c'est jamais assez. Non, c'est jamais assez. Puis j'en refusais plein. Puis le rôle est intense. Mais le rôle est intense, pourquoi? Pour représenter des organismes. Mais quel organisme? Ben, il faut que je sache c'est qui. Puis, c'est pour ça que moi, j'avais été rencontrer les organismes sur le terrain. Je ne peux plus toutes les faire, c'est sûr. Puis, des fois, il y en avait qui auraient voulu que j'aille dans des lancements de leurs projets, puis je ne pouvais pas parce que, je ne peux pas me dédoubler. Ça crée des déceptions aussi, mais c'est important pour moi d'aller sur le terrain, de faire comprendre. Puis,
en posant des questions, puis en m'intéressant à ce qu'ils faisaient, puis dire « Hey, on pourrait amener ça là, tu sais, puis etc. » Ils ont vite compris que j'avais un langage qui était très entrepreneurial. Ouais, ben ça vient un peu du background, tu sais. C'est ça. La rigueur de travail, je pense que ça t'a apporté beaucoup dans ta vie, l'ouverture d'esprit d'essayer des affaires nouvelles, tu sais. Ouais. Je te regarde, je vois pas un fonctionnaire, là. Non. Puis c'est pour ça que, tu sais, à l'époque, quand la ville avait décidé de me recruter sur ce poste-là, c'est clair, là, tu sais, puis j'ai un parcours vraiment typique, j'ai une pyramide, tu sais, de management là, psychologique, là, vraiment atypique aussi. Puis j'ai pas l'esprit d'un fonctionnaire, mais c'est ça que les villes aiment aussi, tu sais. Puis c'est pour ça que Brossard est venu me rechercher dernièrement. C'est ça. Le DG puis la mairesse, justement, c'est la qualité qu'ils veulent avoir. Ouais. Puis en même temps, c'est drôle parce que à Brossard, tu sais, j'ai fait 5 ans là-bas, j'ai checké à boire pas mal pour changer des choses. Des fois, ça a fait des frictions, tu sais, puis que j'ai géré, puis etc. Puis là, je reviens, puis tout le monde est comme, on est méga content que tu reviennes, on veut travailler des projets avec toi. Toi, tu fais avancer les choses, puis je suis comme, hey, vous avez beaucoup d'espoir en moi, le calmos. Faut que je t'en perds les ardeurs, puis mais je suis content d'avoir à gérer ça plutôt que de me dire, ah non, pas lui, il revient, il va essayer de bouger les affaires. Là, c'est plus comme, non, hey, yes. Non, ouais, t'as laissé un bel impact. Ouais, c'est ça. Fait que ça aide quand tu retournes quelque part où tu étais. Quand tu arrives quelque part comme tu sais, à la ville, c'est important de comprendre qui tu représentes. Puis c'est pour ça que j'avais été au-delà, puis j'avais rencontré les organismes. Puis là, nouveau mandat récemment, ouais. On retourne à la ville de Brassard. Ouais. Ça va être quoi les fonctions? Ben, c'est quoi les fonctions que tu occupes en ce moment? Je l'ai, mais... Oui. Ben, en fait, là, c'est gestion et développement durable du territoire. Donc là, tu sais, grossièrement, pour l'instant, il y a les services techniques, il y a le génie municipal, il y a l'urbanisme, puis le développement, en fait, urbain, le développement immobilier, ouais. Le développement économique qu'on va lancer bientôt. Mais mon rôle, en fait, est... Moi, quand j'ai quitté Brossard, là, pour faire un parallèle, j'ai quitté Brossard, on venait de finir le pont Champlain. Oh. On avait travaillé sur le REM. On avait travaillé sur l'implantation du quartier solaire, qui est le nouveau... Ouais, bien cool, ouais. Puis, on commençait à parler de refonte du 30, là, tu sais, tranquille, ouais. Le promoteur. Fait qu'il y avait quelqu'un à l'époque qui était Annie Fontaine avec Jacinthe, une fille qui travaillait là-dessus. Là, les deux travaillaient très fort là-dessus avec les équipes. Moi, je les ai beaucoup accompagnés là-dedans. Fait que c'est des choses que, tu sais, j'ai travaillé de loin avec les équipes d'urbanistes et tout. Là, on me recrute pour venir... Ces projets-là ont été livrés, donc là, pour les porter à un autre niveau. Là, Brossard a une vocation puis une volonté de vraiment d'augmenter sa population puis de passer à un autre niveau parce qu'il y a le REM, ça vient des conditions. On doit, tu sais, les stations de REM, tu dois les densifier proches, puis c'est ce qu'on appelle les TOD, les Transit Oriented Development District. Donc, on doit créer des quartiers fortement peuplés aux alentours des stations. Donc, il y a beaucoup de projets de développement. Donc, il y a le solaire à terminer, il y a le solaire 2 à mettre en place. OK, il va y avoir un solaire 2. Je savais même pas. Mais on ne sait rien, là, je veux dire, la phase 2, là, pas... Ah oui, OK. Il y a pas une réplication. OK, je pensais que j'étais comme, oh my... C'est rien tu sais, ce qui est public, là, je veux dire, le solaire, il n'est pas fini de construire encore. Puis c'est un projet d'année. Oui, c'est encore un projet qui était à construire, tu sais, puis qui était à finaliser, mais en fait, au-delà des projets, c'est des milieux de vie qu'on veut créer. Fait que là, il y a le centre-ville de Brossard aussi, tout le long de Tachereau, qui va voir le jour, qu'il faut conceptualiser. Bref, le stationnement de Chevrier, il y en a plein. Là, il y a plein de choses il y a de capacité à Brossard. Mais néanmoins, Brossard, c'est connu comme étant une ville très familiale, très... Oui. Bon, déjà multiculturelle, oui, d'accord. Je veux dire, le Québec est rendu quasi multiculturel, mais c'est plus vraiment une différenciation tant que ça, mais on le reconnaît, cet aspect-là, mais surtout très familial. Donc, les familles, beaucoup viennent s'inscrire, puis pas juste s'inscrire dans les activités, mais ils viennent habiter Brossard, puis c'est à 2 pas de Montréal, maintenant avec le REM, c'est fou. Donc, il faut qu'on conserve ça. Fait que là, l'idée, c'est... Ça va être difficile, ça va être un challenge, parce que là, on pousse beaucoup de condos, puis là, avant, Brossard était beaucoup des maisons unifamiliales. Ouais. Pratiquement que des maisons unifamiliales. Donc, là, on change un peu la démographie avec ça. Est-ce qu'on va mettre les jeunes professionnels là, puis... tu sais, whatever, dans le quartier solaire, plus pro, puis... Comme est-ce qu'il y a vraiment de tout. Moi, mes parents habitent là alors que c'est 80, ils sont super heureux. Tu as des jeunes professionnels, il y a des familles aussi, il y a vraiment tout. Puis même moi, quand on concevait ça, au début, je me disais ça va être des jeunes professionnels. Là. Ouais. Mais non, c'est comme... Un peu de tout. Il y a un peu de tout parce qu'on arrive à créer quand même des quartiers de vie. Bon, Là, c'est ça qui n'est pas évident nécessairement quand tu gères ça, c'est que c'est pas toi qui le réalise, tu as des règlements municipaux. Ouais. Ceux qui réalisent, c'est les promoteurs
qui en veulent toujours plus, eux, il faut qu'ils fassent de l'argent, il faut qu'ils maximisent. Mais moi, ma job, c'est d'être le gardien, en fait, des infrastructures municipales. C'est-à-dire, déjà, il faut, avec les équipes, là, puis des équipes extraordinaires, je suis content, on doit planifier de, OK, c'est quoi la capacité d'accueil de Brossard, en termes de eau usée, eau propre, etc., les déchets, tout ça. Puis la capacité que nous, on a à livrer ces projets-là en relation avec les promoteurs, mais aussi, c'est quoi la capacité d'absorption de Brossard, puis c'est quoi le déficit qu'on va créer en termes de piscine municipale, terrain de tennis. Ouais, ben ça... Puis là, essayer de dire, OK, moi, un promoteur qui me dit, ben sur mon lot, j'ai droit à une densité, mettons, de, je sais pas moi, 1500 logements, mais j'en veux 3000. Ben avant que je dise, OK, pour ton 3000, il faut que je sache tu vas créer quoi comme déficit à la ville, puis qu'est-ce que je dois négocier avec toi que tu vas me payer pour que, me payer pour moi, pour la population globale de Brossard pour combler ce déficit-là. Il y a une acceptabilité sociale aussi à obtenir, tu sais, fait que là, c'est là que Brossard a fait une super belle job avant que j'arrive. Ils ont fait une très belle job d'arrêter justement toute permission de construction pour planifier et reprendre le contrôle de leur développement. Puis ils ont créé en fait des schémas qui sont super. Je n'expliquerai pas ça ici, mais ce que je trouve le fun, c'est que on fait face à une situation où on doit se développer, on n'a pas le choix. Ouais. Avec le manque de logement, avec le REM qui est arrivé, tout ça. Des promoteurs qui ont des super beaux projets puis qui en veulent plus. Mais je dois conserver puis protéger les acquis des citoyens. Mais maintenant, ça reste une ville qui va changer. Tu l'as dit, c'est une ville qui était des bungalows, etc., etc. Ça sera plus ça demain. Mais la partie bungalow va rester quand même. Puis là, il faut essayer de créer une diversité, une unicité, un milieu de vie. Tu sais, c'est ça. Ça va être le fun. Tu sais, moi, j'ai toujours eu... puis c'est cool de recevoir des invités variés et tout ça, parce que j'ai toujours eu la vision de genre, ben, quand c'est pas compliqué, vous voulez plus de taxes, on va construire plus de tours. C'est quoi le problème? Puis au début du podcast, c'est comme ça que je pensais. Ouais. Puis moi, j'ai tout le monde, les gens en immobilier, parce que je fais du financement de dette commerciale. J'ai tout le monde en immobilier. Ah, la ville, c'est long. Je suis comme, crime, pourquoi tu mets pas quelqu'un là à temps partiel, il va juste approuver les projets de construction? Ouais. Puis là, en te parlant, je me rends compte que dans le fond, ça tape tout un écosystème. Ben oui. Fait que... Là, c'est niaiseux, mais on peut développer, comme tu l'as dit, dans ce temps-là. Mais il n'y a pas de parc, pas d'école, rien. Tu fais juste collecter des taxes, il n'y a pas de service. Mais le monde qui vit là capote parce qu'ils disent... il n'y a pas de vie de quartier, genre. Après, là, je tempère, tu es à côté de moi, du centre-ville. Ouais, tu peux te débrouiller. C'est ça, tu te débrouilles autrement. Il n'y a pas de métro, par contre. Tu sais, c'est tough, ça. Pour le moment, il va y avoir une station de REM éventuellement. Ouais. Mais tu sais... tu peux pas créer un quartier comme ça n'importe où. Là, le contexte, c'était faisable. Et moi, à Brossard, je peux pas créer ça. Il faut que je crée des milieux de vie. Fait que là, c'est là que c'est compliqué parce que tu as raison. Des fois, même moi, quand je te parle municipal, c'est comme, voyons, ça crame. Ben, c'est ça. Faites les dons pousser. Ils ont eu l'argent, ils veulent le faire, tu sais. C'est ça. Ben, mais en même temps, tu vois, je dois... chaque promoteur, ce que je donne, lui, dans 5 ans, il ne sera plus nécessairement là. Il va avoir vendu ses unités, merci, au revoir. Ouais, puis il passe au prochain projet. C'est ça, puis moi, je vais être pogné avec le problème toute ma vie, puis là, les citoyens ne seront pas contents, puis qui ne voudront pas habiter là, la valeur qui va diminuer, la réputation va être affectée. Fait qu'on doit planifier ça. Fait que là, ce qui est chiant, c'est que tu as certaines infrastructures qui relèvent de la ville, mais d'autres non. Fait que, mettons, les routes, il faut que j'aille négocier ça avec le ministère des Transports. Après ça, les écoles, il faut que j'aille avec c'est ça. Fait que c'est compliqué. La ville, c'est le provincial. Fait que il y a des choses que nous, on gère nous-mêmes, mais il y a des choses qu'on n'a pas le pouvoir, on peut exiger ou on peut fournir. Fait que ça, c'est ça. Ça va toujours prendre du temps d'abord. Tu sais, il n'y aura pas... Tu sais, mettons, quand tu vois des gros promoteurs immobiliers, genre Ray Junior Courtemanche qui fait une affaire comme Cité Mirabel, est-ce que c'est comme ce type de choses-là qu'on veut? Tu sais, il y a du semi-commercial, il y a des parcs, il y a des tours qui sont bien... Là, c'est ça. L'histoire aussi là-dedans, c'est que chaque promoteur a une parcelle de terrain qui va développer selon ses concepts. Puis nous autres, on est comme le gardien de ça, de les approuver puis d'essayer d'avoir une vision d'ensemble. Mais en même temps, tu veux chaque promoteur ait son identité. Tu veux pas que ça soit du copier-coller. Oui. Fait qu'on a des demandes ou des réglementations que je trouve super intéressantes. Là, je veux pas rien révéler, mais c'est là que la ligne de politique et de négociation est importante parce que je veux pas me fitter avec les promoteurs, mais je veux pas non plus en laisser passer puis dire oui à tout. C'est comme la négociation syndicale des 9 compagnies. Ouais, c'est avec des millionnaires, c'est ça. Ouais. Puis j'ai deux autres affaires, puis après ça, je sais que, tu sais, c'est vendredi tout, j'ai une belle discussion. La première affaire, c'est qu'est-ce que tu penses du nouveau développement de Royal Mount?
controversé total ou accepté complètement. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, là, déjà, je peux pas en parler parce que je suis en discussion avec eux autres parce que c'est des propriétaires du 1030. OK. Fait que le groupe, tu sais, Carbone Léo sont, en fait, ceux qui ont développé Royal Mount, puis qui sont aussi le propriétaire du 1030 avec qui on nous parle. Bien évidemment, sont sur notre territoire. Puis Ouais. discussion pour d'autres projets. Mais, puis juste pour la petite histoire qui est drôle, c'est que mon patron qui m'a embauché à la Ville de Montréal, Philippe Krivicki, a quitté 10 mois avant moi pour partir chez Carbone Léo. Ah ouais. Fait qu'on on se retrouve à un niveau différent maintenant où est-ce qu'on négocie ensemble, là, mais après, c'est pas que je ne peux pas nécessairement parler, mais je veux pas trop me prononcer déjà là-dessus. Ouais. C'est ça. Je comprends, pas de problème. Après, moi, ce que je peux simplement dire, qu'on soit pour ou contre un projet, il n'y a pas tant de projets qui sont prêts à investir autant pour essayer d'avoir de l'acceptabilité sociale puis de trouver des solutions comme payer une passerelle au-dessus de l'autoroute. Ah, ils ont fait... Puis les unités, là, tu sais, au début, il n'y en avait pas. Là, il semble en avoir. Va-tu en avoir? Tu sais, comme c'est comme... Moi, j'ai trouvé ce que le groupe a fait, c'est un travail exceptionnel. Sur des années de temps, ils n'ont pas lâché. Ça a sorti de terre. Ouais. Puis là, je trouve que la réception est comme... bof. Oui, ben, je peux comprendre, tu sais, puis je pense honnêtement qu'ils ont, mon point de vue personnel, là, tu sais, je pense qu'ils ont fait face aussi à une situation d'inflation puis de coût d'augmentation des taux d'intérêt qui peut-être les force à ouvrir plus rapidement pour financer la suite aussi. Ouais. Ça crée de la déception par rapport à un contexte ou un complexe, en fait, tu sais, qui aurait été plus wow, peut-être, tu sais. Mais en tant qu'entrepreneur, je peux comprendre qu'ils aient dû ouvrir des phases peut-être plus rapidement pour générer des choses, Ouais. pour pouvoir financer le reste. C'est peut-être ma perception, là, mais ceci dit, je les vois, tu sais, investir de leur propre argent sur la passerelle au 10-30 qui refont toute l'avenue des Lumières pour créer une fluidité visuelle. C'est 20 millions qui investissent, tu sais, sur le territoire. Je vois rarement ça. C'est huge. Non, mais ils en parlaient, puis ils ont d'autres projets aussi, là, tu sais, puis ils sont très conscientisés, ils font attention aux matériaux qu'ils utilisent, tout ça. Oui. Moi, j'ai trouvé ça peut-être un peu plate pour eux. Tu sais, il y en a que leur projet de vie, c'est acheter une maison, là. T'as-tu vu qu'est-ce que... Ben, en tout cas, bref, ça, c'est ce que j'en pense, mais en même temps, est-ce que c'était le bonne affaire à construire là dans l'immédiat ou est-ce qu'il aurait pu y avoir d'autres choses? C'est tough à dire, tu sais. Un projet qui a toujours été mal aimé à moi. Ouais. Mais ils sont allés pareil, tu sais. Pareil. Mais n'empêche que même, tu sais, au-delà du projet, le terrain a toujours été mal aimé. Tu sais, à croiser de deux autoroutes que personne ne veut jamais aller puis tout le monde est écœuré, tu sais. C'est ça. Qu'est-ce qui aurait été bon là-dedans? Tu sais, ça... Il n'y a pas grand-chose, là. On n'aurait pas pu mettre une grosse piscine municipale, tu sais, c'est comme... Ben, honnêtement, ça aurait pas... Un centre sportif. Ben, en fait, n'importe quoi qui générait du trafic ou du déplacement là-bas ou qui attirait de la population aurait pas été un bon projet. Fait que peu importe ce que tu aurais voulu mettre là, qui aurait nécessité un déplacement là, aurait été pas bon. Fait qu'autant que ça soit un projet qui a de l'argent pour investir, pour essayer d'avoir de l'acceptabilité sociale. Mais honnêtement, je sais pas. C'est une bonne question, qu'est-ce qu'il aurait pu avoir là. OK. Puis, dernière question. Bon, là, on a passé un peu en revue, tu sais, ta psychologie, ta personne, les événements que tu as faits dans ta vie, puis comment ça a shapé un peu ta vie jusqu'à date, les expériences. Tu as vécu plusieurs, tu sais, en fonction de... Puis tu as vécu des affaires très corporatives. Tu sais, pour toi, la suite des choses, c'est quoi? Est-ce que tu veux rester pendant un petit bout à la ville de Brossard? Est-ce que tu es comme... Ben, je prends ça comme un tampon parce que, ben, en ce moment, c'est ça qui faisait du sens dans ma vie. J'aurais peut-être un projet à long terme. Ou, tu sais, y a-t-il quelque chose que tu peux élaborer là-dessus un petit peu? Où est-ce que tu penses que tu vas aller? Puis, c'est quoi les projets d'avenir, tu sais? C'est une bonne question. T'as une famille aussi maintenant? Oui, puis tu sais, mon gars est rendu à 8 ans. Mais ça, là-dessus, ça me gêne pas trop. Mais tu sais, si j'ai accepté le rôle à Brossard aussi, c'est pas pour mener pas longtemps les projets. Tu voulais bien le faire. Je veux les faire. Ça va prendre du temps. Fait que tu sais, j'ai du mal à qualifier les choses parce que moi, je fais confiance à la vie où est-ce qu'elle m'amène. Tu sais, fait que j'ai envie de réaliser des choses à Brossard puis de mener ces projets-là.
Combien de temps, je ne sais pas. Mais une chose, c'est sûr, peu importe la job, je ne serais jamais capable de me dire je fais ça jusqu'à la retraite. Si c'est le cas, tant mieux. Ça veut dire que moi, tant que j'ai du fun, je vais rester là. Peu importe, là, tant que j'ai du fun, tant que j'ai du plaisir, je vais rester. Fait que si ça dure 5 ans, 10 ans, 20 ans, tant mieux, on verra. Tant que je peux être utile puis que je peux livrer le projet, moi, ça m'intéresse. Après, où est-ce que je vais aller? Je te dirais dans un objectif ultime quand je serai rendu là, puis que, mettons, les besoins seront alignés avec ma capacité puis mon apport que je peux amener. La représentation à l'étranger du Québec m'intéresserait énormément. OK, un retour de... Ouais, mais c'est différent. J'ai toujours dans la lignée de je veux représenter le Québec, je veux attirer pour le Québec, je veux servir pour le Québec. C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup pour rester dans le développement économique, notamment puis dans les relations internationales. Puis jongler beaucoup dans le politique, puis dans les liens politiques, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais là, en attendant, je sens que je suis dans une bonne place pour gérer des projets pour longtemps. Puis ça, là, je suis bien. J'ai pas envie de me dire je me donne 2 ans. Non. Là, la vie est bien faite quand la prochaine étape sera rendue. Ce sera ça, oui. C'est ça. Quelque chose va m'arriver, puis je jugerai que c'était pas. Ça sera intéressant. En même temps, tu vois, j'ai fait 2 ans à Montréal. Je m'étais dit, je vais faire 5 ans. La force des choses, c'est ça. C'est ça, la force des choses. Puis pendant que j'étais là pendant 2 ans, j'en avais plein d'offres que je refusais, etc. Puis à un moment donné, il y a eu un timing où je me suis dit, OK, là, je pourrais écouter au même moment. J'ai eu cette offre-là qui est arrivée, puis j'ai fait, voilà. Ça faisait du sens. Ça faisait beaucoup de sens. Fait que je veux pas me prononcer, mais j'ai envie quand même de mener des projets. Moi, c'est ça que je veux faire. Je suis un gars de développement, je veux mener des choses. Puis, j'avais dit 2 dernières, mais peut-être la dernière, tu sais, t'as jamais pensé peut-être te lancer en entrepreneuriat parce que t'en as vu des concepts, t'en as vu des idées, mais tu sais, comme vraiment le faire ben de boat, comme on dit, partir ton affaire, tu sais. J'ai pas ce courage. T'as tellement de connaissances, tu sais, pour les subventions, pour les liens, les chercher, le réseau d'affaires, tu sais. T'as raison, Patrick, mais puis on m'en a souvent parlé, mais j'ai zéro courage. Ouais. Zéro courage. C'est clair. Demande-moi de changer de pays, demande-moi de changer de job, ça me fait pas peur, je vais tout faire ça, mais le courage entrepreneurial, là, c'est dur, là, tu sais, puis j'ai tellement d'admiration pour les gens qui disent, moi, j'arrête ma carrière, ma petite sécurité, mon salaire, puis mon niveau de vie, puis qui partent en affaires. Moi, je ne fais que, je peux juste admirer ça, parce que ça, je l'ai pas, je suis hors de question. C'est tough. Puis oui, j'aurais, les réflexes, les connaissances, etc., mais j'aime autant mieux les faire bénéficier aux gens qui ont le courage de faire ce que moi, je serais prêt à faire. Ouais. Je l'ai dit, je suis pas parfait. Ben, Éric, merci beaucoup pour le podcast aujourd'hui. Franchement, là, super émission pour moi. J'ai apprécié la conversation de A à Z. Never a dull moment. Moi, j'ai appris plein d'affaires sur toi parce qu'on a travaillé ensemble, on n'a jamais pris le temps de s'asseoir, comprendre toutes ces belles affaires-là. Puis honnêtement, je suis juste reconnaissant d'avoir pris un petit peu de ton temps pour que tu viennes nous échanger tes expériences de vie. En espérant que ça puisse servir à quelqu'un, ça va faire un grand plaisir. Merci. C'était l'épisode avec Éric Labelle. Comme vous allez pu voir, un parcours atypique, mais il y a juste ça des gens dans mon podcast avec des parcours atypiques. Fait que quand il me dit ça, j'étais pas surpris, mais je trouve qu'un takeaway du podcast, c'est qu'on comprend beaucoup la relation entre les fonctions publiques puis le privé un petit peu. Des fois, il y a des choses qu'on comprend pas. Moi, personnellement, mon takeaway, c'est pourquoi on fait pas plus de développement immobilier. Mais là, Éric explique dans le podcast comme quoi que il y a beaucoup plus que juste le développement immobilier, puis l'argent des taxes. C'est tout un écosystème qu'on impacte. Il faut s'assurer de faire bien les choses. Mais évidemment, il y a plein d'autres choses, plein de belles valeurs dans ce podcast-là. Donc, j'encourage à l'écouter. Et aussi, merci beaucoup pour l'amour, les commentaires, les visionnements à chaque fois. C'est très apprécié. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.